Avant de commencer, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. C'était imprévisible, désordonné et impossible à contrôler. Tout ce que sa vie méticuleusement organisée n'était pas. Pourtant, il était là, regardant des nappes d'eau dégringoler du ciel de charbon, effectivement piégé au Conservatoire botanique de Manhattan, où il venait de conclure une réunion de conseil sur la plus récente initiative environnementale de sa fondation. Son chauffeur lui avait envoyé un SMS pour dire que le trafic était bloqué en raison des inondations, et l'élégante Bentley ne le rejoindrait pas avant au moins 40 minutes. Les autres membres du conseil s'étaient dispersés, appelant leur propre chauffeur ou commandant des covoiturages, laissant Ethan Blackwood seul dans le bâtiment administratif adjacent au jardin. « Vous attendez que l'orage passe ?» La voix vint de derrière lui, mélodieuse et confiante. Ethan se tourna, son masque habituel de froide indifférence fermement en place. La femme qui se tenait dans le couloir n'était pas ce à quoi il s'attendait. La plupart des femmes qu'il rencontrait dans des contextes professionnels portaient des tailleurs stricts et des sourires travaillés. Celle-ci portait un jean taché de boue et serrait un presse-papier contre sa poitrine comme un bouclier. Ses boucles foncées étaient entassées de manière désordonnée au sommet de sa tête, des mèches rebelles encadrant un visage aux traits frappants et à la peau de la couleur de l'acajou poli, rayonnante de vitalité malgré la journée sombre. « Il semblerait, répondit-il, sa voix ne trahissant rien de l'étrange agitation qu'il ressentait. Elle hocha la tête, s'approchant pour se tenir à ses côtés à la fenêtre. « Je suis Nadia Ellis, conservatrice en chef. » Elle ne lui tendit pas la main, ne s'extasia pas et ne battit pas des cils comme tant d'autres le faisaient en le reconnaissant. « Ethan Blackwood. Je sais qui vous êtes, monsieur Blackwood. La subvention de votre fondation finance notre nouveau système d'irrigation durable. » Elle sourit alors, et quelque chose d'inexplicable se produisit dans la poitrine d'Ethan, une sensation de serrement dont il ne se souvenait pas avoir déjà fait l'expérience. « Voudriez-vous faire une visite pendant que vous attendez ? J'étais sur le point de vérifier les nouveaux spécimens tropicaux. Ils sont arrivés hier. » L'instinct d'Ethan fut de refuser. Il avait des emails auxquels répondre, des appels à retourner. Le temps, c'était de l'argent, et il avait plus de ce dernier que du premier. « À moins que vous ne préfériez rester au sec, » ajouta-t-elle, ses yeux, d'une nuance ambre remarquable, pétillant d'amusement, mais alors vous rateriez les jardins à leur plus authentique. La pluie révèle la vraie nature. C'était un défi, subtil mais indéniable. Menez le chemin, mademoiselle Ellis. Elle prit un grand parapluie d'un support près de la porte. Un seul suffit, dit-elle quand il tendit la main pour le sien. La conservation des ressources est notre spécialité ici. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans l'averse sous la canopée partagée. La pluie tambourinait contre le tissu dans un rythme primal qui semblait se synchroniser avec le rythme cardiaque d'Ethan, inopinément accéléré. Les jardins se transformèrent sous la pluie, les couleurs s'intensifièrent, les feuilles scintillaient et le parfum de la terre et des choses en croissance s'intensifia. Nadia le guida le long de chemins de pierre, sa passion évidente alors qu'elle expliquait les collections. Elle ne simplifia pas la science pour lui, parlant plutôt avec la supposition qu'il pouvait suivre son expertise. Il le pouvait, et se retrouva engagé dans une conversation sur l'agriculture durable et l'adaptation climatique qui était à la fois intellectuellement stimulante et étrangement intime. Lorsqu'ils atteignirent la serre tropicale, une rafale soudaine retourna le parapluie. La pluie les trempa instantanément tous les deux. Nadia rit, un son entier et sans inhibition qui surprit Ethan presque autant que l'eau froide qui coulait maintenant le long de son cou et sous son costume sur mesure. « Venez. » Elle attrapa sa main sans hésitation, le tirant vers le bâtiment de verre à 20 mètres de là. Ethan ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait touché aussi naturellement, sans arrière-pensée ni prétention. Ses doigts étaient forts et sûrs autour des siens, et il se retrouva à courir à ses côtés à travers l'averse, l'eau éclaboussant sous leurs pieds, le monde réduit à cette femme, à la pluie et à la légèreté inexplicable qui se répandait dans sa poitrine. Ils firent irruption par la porte de la serre, essoufflés et dégoulinants. Un air chaud et humide les enveloppa, lourd du parfum des orchidées et du feuillage exotique. Nadia relâcha sa main et se tourna pour lui faire face, repoussant les boucles mouillées de son front. « Eh bien, monsieur Blackwood, dit-elle, les yeux brillants de gaieté, maintenant vous avez découvert les jardins comme il se doit. » Ethan la regarda, vraiment. Les gouttelettes d'eau s'accrochant à ses longs cils, coulant le long de la courbe gracieuse de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise.
Le coton fin, maintenant transparent et collant à chaque courbe de son corps, révélait le contour de la dentelle délicate en dessous, et le fier gonflement de ses seins se soulevant à chaque respiration. Sa peau luisait comme de l'acajou poli dans la lumière diffuse de la serre, et Ethan sentit une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la température tropicale. Pour la première fois depuis des années, peut-être même de sa vie, Ethan Blackwood sentit quelque chose se fissurer en lui, comme de la terre desséchée recevant enfin de la pluie après une sécheresse interminable. Du désir, oui, une vague soudaine et écrasante, mais quelque chose de plus profond et de plus intense aussi. Cette femme magnifique, avec des gouttes de pluie glissant sur son beau visage et la passion rayonnant de chaque pore, avait en quelque sorte franchi des défenses dont il n'avait même pas réalisé qu'elles étaient toujours debout. « Je crois que c'est le cas, mademoiselle Ellis, répondit-il, sa voix tombant à un timbre rauque qui le surprit lui-même. Et je me retrouve à espérer que cet orage continue un peu plus longtemps. Le sourire de Nadia changea, ses yeux ambres s'assombrissant alors qu'ils enregistraient la chaleur non dissimulée dans son regard. Elle ne recula pas et ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle soutint son regard avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, la pointe de sa langue apparaissant brièvement pour attraper une goutte de pluie au coin de sa bouche. Le geste innocent envoya une décharge électrique droit au cœur. « Les prévisions suggèrent que nous ne sommes qu'au début, dit-elle, sa voix plus douce, plus intime qu'avant. Certains orages, monsieur Blackwood, couvant depuis très longtemps avant de finalement éclater. L'espace entre eux semblait chargé d'électricité, l'air lourd de plus que de la simple humidité tropicale. Pendant un instant, ils restèrent simplement là, l'eau s'accumulant à leurs pieds, leur corps assez proche pour qu'ils puissent détecter le parfum subtil de sa peau sous les senteurs de terre de la serre. La pluie tropicale tambourinait rythmiquement sur le toit de verre au-dessus d'eux, créant un monde qui semblait n'exister que pour eux. Un sanctuaire où le temps fonctionnait selon des règles différentes. Ethan fit un demi-pas involontaire, attiré par une force invisible qu'il ne comprenait pas et à laquelle il ne souhaitait pas résister. Sa main, bougeant d'elle-même, se leva pour brosser doucement une boucle mouillée de sa joue. Le bref contact de ses doigts sur sa peau chaude envoya un frisson à travers son corps qui était à la fois surprenant et exquis. Ethan Blackwood, qui se vantait de toujours savoir quel serait son prochain mouvement, qui avait bâti un empire sur le calcul et le contrôle, se retrouva complètement impréparé à la faim sauvage et inconnue qui montait en lui. Et étrangement, merveilleusement, cela ne le terrifiait pas du tout. Chapitre 2. Pensées persistantes. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'orage au conservatoire, et Ethan Blackwood n'arrivait pas à se concentrer. Les projections trimestrielles pour la plus récente division logicielle de Blackwood Innovation se brouillaient devant ses yeux, les chiffres se dissolvant en symboles dénués de sens alors que son esprit revenait à ses yeux ambres et à cette peau glissante de pluie. Monsieur Blackwood ? Son assistante exécutive, Sophia, se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, son expression trahissant une inquiétude soigneusement masquée. Tout va bien ? Le conseil attend dans la salle de conférence. Ethan jeta un coup d'œil à sa montre, surpris de découvrir qu'il était en retard de 10 minutes pour sa propre réunion, quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis les 15 années où il avait fondé l'entreprise. Oui, tout va bien, dit-il, se levant brusquement et réajustant sa cravate. Je serai là tout de suite. Alors qu'il suivait Sophia dans le couloir de son élégant gratte-ciel de Manhattan, Ethan lutta pour rassembler ses pensées. Quelque chose avait fondamentalement changé en lui depuis cet après-midi dans la serre. La sensation était étrangère, inconfortable, et pourtant il se retrouvait à en vouloir davantage. La réunion du conseil se déroula efficacement, comme toujours. Ethan avait bâti son empire sur sa capacité à se concentrer, à séparer l'émotion de la prise de décision. Aujourd'hui, cependant, même s'il dirigeait la discussion sur l'expansion du marché et répondait aux questions sur leur prochaine stratégie d'acquisition, une partie de son esprit restait dans cette serre, avec des gouttes de pluie tambourinant sur le verre et le sourire entendu de Nadia Ellis. Plus tard, seul dans son bureau alors que le crépuscule s'installait sur la skyline de la ville, Ethan se retrouva à ouvrir son ordinateur portable et à chercher le site web du Conservatoire botanique de Manhattan. La page Notre équipe présentait une petite photo de Nadia à côté de ses impressionnantes références. Doctorat de Cornell. Recherche publiée sur le climat. Agriculture adaptable. Prix pour son travail de conservation. Avant de pouvoir se persuader de ne pas le faire, Ethan attrapa son téléphone et composa le numéro qu'il avait mémorisé à partir des documents du conseil. Mademoiselle Ellis, c'est Ethan Blackwood. Il garda sa voix soigneusement neutre. Je me demandais si vous seriez disponible pour discuter de l'avancement du projet d'irrigation,
peut-être à l'occasion d'un dîner demain soir. La pause à l'autre bout de la ligne dura juste assez longtemps pour qu'il s'interroge sur son impulsivité. Monsieur Blackwood, répondit-elle finalement, sa voix contenant une pointe d'amusement. En général, je soumets des rapports mensuels à votre fondation. Y a-t-il quelque chose de précis concernant le projet qui vous préoccupe? Elle le mettait au défi, et Ethan se retrouva à sourire, une autre sensation inconnue dans ses relations professionnelles. J'ai simplement trouvé notre discussion de l'autre jour éclairante. J'aimerais la continuer. Une autre pause, plus courte cette fois. Éclairante, répéta-t-elle, le mot portant un poids qu'il ne pouvait pas tout à fait interpréter. Je suppose que je pourrais libérer mon emploi du temps. Bien que je doive vous prévenir, monsieur Blackwood, je suis bien plus intéressé par la conservation que par les banalités. C'est aussi mon cas, mademoiselle Ellis. On se dit 7 heures? Je peux envoyer une voiture. Je vous rejoindrai là-bas, l'interrompit-elle doucement. Envoyez-moi l'adresse par SMS, et j'arriverai à ma propre manière. Après qu'elle ait raccroché, Ethan resta immobile, son téléphone toujours à la main. Dans son monde de suiveurs et de sycophantes, l'indépendance de Nadia Ellis était à la fois rafraîchissante et stimulante. Elle ne serait pas impressionnée par sa richesse ou son pouvoir. Il devrait offrir quelque chose de complètement différent pour captiver son intérêt. La pensée aurait dû le dissuader. Au lieu de cela, Ethan se retrouva plus intrigué que jamais. Le restaurant qu'il avait choisi n'était pas son lieu de prédilection habituel, pas d'étoiles Michelin ni de clientèle exclusive. Au lieu de cela, il avait sélectionné un petit endroit plein d'âme à Harlem, connu pour sa cuisine authentique et ses pratiques de durabilité. Il était arrivé tôt, demandant une table discrète dans un coin à l'écart des fenêtres, incertain de la raison pour laquelle il ressentait le besoin d'intimité mais ne voulant pas trop analyser l'impulsion. Lorsque Nadia entra, la conversation dans le restaurant cessa un instant. Elle portait une simple robe portefeuille d'un bordeaux profond qui complétait son teint, ses cheveux arrangés en un chignon élégant qui exposait la ligne gracieuse de son cou. Plusieurs hommes se tournèrent pour la suivre des yeux dans la pièce, et Ethan sentit une vague de possessivité inhabituelle. « C'est une surprise, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Je m'attendais au genre d'endroit qui exige 3 formes d'identification et une vérification de crédit avant de vous donner un menu. » Son franc-parler le prit au dépourvu, comme dans la serre. « Auriez-vous préféré cela? » Pas du tout. Mais cela me fait me demander pourquoi un homme qui pourrait dîner n'importe où dans la ville choisirait cet endroit en particulier. Peut-être que je ne suis pas l'homme que vous supposez que je suis, mademoiselle Ellis. Ses yeux, chaleureux et perspicaces, l'étudièrent avec une intensité troublante. Peut-être pas. Mais d'après mon expérience, les milliardaires ne s'écartent que rarement de leur type. Et quel type serait-ce? Ceux qui croient que tout et tout le monde a un prix. L'arrivée du serveur l'épargna de répondre immédiatement. Quand ils furent à nouveau seuls, Ethan se pencha en avant, abandonnant la façade polie qu'il maintenait habituellement. J'ai choisi ce restaurant parce qu'il s'approvisionne en ingrédients auprès de jardins communautaires à Harlem et dans le Bronx, y compris le jardin éducatif que votre conservatoire a aidé à établir à la PS27. Il soutint son regard. Je fais mes recherches, mademoiselle Ellis, sur tous mes investissements. Quelque chose vacilla dans son expression, de la surprise, c'est certain. Mais peut-être aussi une pointe d'appréciation. Est-ce ce que je suis pour vous? Un investissement? Je ne sais pas ce que vous êtes pour moi, admit Ethan, l'honnêteté de sa réponse le surprenant lui-même. Je sais seulement que je n'ai pas pu penser clairement depuis que nous nous sommes rencontrés. La main de Nadia s'immobilisa autour de son verre d'eau. Son sang-froid momentanément perturbé. Puis ses lèvres se courbèrent en un sourire qui transforma son visage et envoya de la chaleur à travers les veines d'Ethan. « Eh bien, monsieur Blackwood, dit-elle, prenant son menu. C'est peut-être la première chose complètement vraie qu'un homme riche m'ait jamais dite. » La soirée se déroula avec une facilité inattendue. Leur conversation passa de la politique environnementale à la littérature, de l'innovation technologique à la philosophie. Ethan découvrit que Nadia avait grandi à la Nouvelle-Orléans, fille d'un musicien de jazz et d'une professeure de biologie. Elle avait travaillé dur pour financer ses études et ses cycles supérieurs, refusant des postes plus lucratifs dans le secteur privé pour poursuivre sa passion pour la conservation. Vous auriez pu gagner 10 fois votre salaire actuel en travaillant pour Monsanto ou Dupont, observa Ethan alors qu'il partageait un dessert de plantains arrosés de miel. Pourquoi avoir choisi la voie des organisations à but non lucratif? L'expression de Nadia devint contemplative.
Ma grand-mère avait un dicton, ce que l'on aime, on le protège. Ce que l'on protège, s'épanouit. Elle rencontra ses yeux. Je crois que les choses les plus précieuses au monde ne sont pas destinées à être commercialisées ou exploitées. Elles sont destinées à être chéries et préservées. Ethan sentit le poids de ces mots s'installer dans sa poitrine, reconnaissant le défi implicite qu'il représentait pour tout ce que son empire commercial représentait. Le succès dans son monde se mesurait par l'acquisition et le contrôle. Nadia opérait selon un système de valeurs entièrement différent. « Et vous, monsieur Blackwood » demanda-t-elle, inclinant légèrement la tête. « Que aimez-vous assez pour le protéger ?» La question le prit au dépourvu. En 42 ans, personne n'avait jamais demandé à Ethan Blackwood ce qu'il aimait. On lui posait des questions sur son portefeuille, ses plans d'expansion, sa prochaine cible d'acquisition, jamais sur l'amour. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « Je ne suis pas sûr d'avoir jamais aimé quelque chose avec une telle profondeur. » Au lieu de la pitié ou du jugement qui l'attendait, l'expression de Nadia s'adoucit de compréhension. « Alors peut-être n'avez-vous pas encore trouvé quelque chose digne de ce niveau de dévotion. » À mesure que la soirée touchait à sa fin, Ethan insista pour la raccompagner en toute sécurité jusqu'à sa porte, malgré ses protestations. Le trajet en taxi jusqu'à son immeuble d'appartement à Morningside Heights fut rempli d'un silence chargé, tous deux conscients du carrefour qu'ils avaient atteint. À l'extérieur de son immeuble, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, un doux clapotis qui semblait faire écho au rythme cardiaque accéléré d'Ethan. Nadia se tourna vers lui avec un sourire qui contenait à la fois une invitation et un défi. « Il semblerait que nous soyons destinés à nous retrouver sous la pluie ensemble, monsieur Blackwood. »« Ethan, dit-il doucement. Mon nom est Ethan. »« Ethan, répéta-t-elle, son nom sur ses lèvres en voyant un frisson à travers lui qui n'avait rien à voir avec la pluie fraîche qui tombait maintenant plus régulièrement autour d'eux. Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle inclina son visage vers le sien, la pluie se rassemblant sur ses cils et la courbe de ses lèvres. Quand il abaissa finalement sa bouche vers la sienne, le contact fut électrique, un afflux de sensations qui lui coupa le souffle et alluma une faim qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, répondant aux siennes avec une passion égale. Le baiser s'approfondit, devint plus exigeant, ses mains glissant pour encadrer son visage tandis que les siennes agrippaient les revers de sa veste, le tirant plus près. La pluie les trempa tous les deux, mais aucun ne s'en aperçut ni ne s'en soucia, perdus dans la découverte de l'un l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés et trempés par la pluie, Ethan posa son front contre le sien, ne voulant pas rompre complètement la connexion. « J'aimerais te revoir » murmura-t-il, sa voix rauque de désir. « Demain. » Nadia sourit contre ses lèvres, puis recula, créant de l'espace entre eux. « Pas demain » dit-elle, ses yeux encore sombres de la même faim qui le parcouraient. « Je ne me précipite pas dans les choses importantes, Ethan. Appelle-moi dans 3 jours si tu es toujours intéressé. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, disparaissant par l'entrée du bâtiment et laissant Ethan debout sous la pluie, la savourant sur ses lèvres et sentant, pour la première fois depuis des décennies, l'étincelle dangereuse de quelque chose comme de l'espoir s'allumer dans sa poitrine. Chapitre 3 Sanctuaire vert. Ethan attendit exactement 3 jours avant de rappeler Nadia, pas un instant plus tôt, bien que chaque heure fût un exercice de retenue. Quand elle répondit, sa voix portait une chaleur qui traversa la ligne téléphonique jusqu'à son cœur. « Je commençais à me demander si vous aviez oublié notre arrangement, dit-elle, bien que son ton suggérait qu'elle n'avait jamais douté qu'il appellerait. « 3 jours, à l'heure près, répondit Ethan, jetant un coup d'œil à sa montre. Je suis la précision incarnée. Son doux rire envoya de la chaleur à travers lui. C'est vrai. Et qu'aviez-vous exactement en tête pour notre deuxième rencontre? La pause avant le dernier mot était délibérée. Chargée de sens qu'aucun des deux n'était prêt à articuler. En fait, j'espérais que vous pourriez me montrer quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. C'est une demande audacieuse, monsieur Blackwood, répondit-elle, sa voix baissant d'un ton qui fit s'accélérer son pouls. Je parlais du conservatoire, clarifia-t-il, bien que ses pensées se soient, de son propre aveu, égarées ailleurs. Quelque chose de spécial. Quelque chose que la plupart des visiteurs n'expérimentent jamais. La ligne resta silencieuse un instant. Il se trouve, dit-elle finalement, que nous avons un événement rare ce soir. Un cierge nocturne est sur le point de fleurir. Ils ne fleurissent qu'une fois par an, parfois moins, et seulement pour une seule nuit.
La fleur s'ouvre vers minuit et se fane à l'aube. Ça a l'air parfait, dit Ethan immédiatement. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous conventionnel, prévint Nadia. Une serre à minuit, à regarder une fleur s'ouvrir. Je crois que nous avons établi que ce n'est pas la convention qui m'attire chez vous, mademoiselle Ellis. Sa douce inspiration fut juste audible. Le conservatoire ferme à 5 heures. Venez à l'entrée de service est à 11h30. Je vous attendrai. Le conservatoire botanique de Manhattan prenait une qualité surnaturelle la nuit. Le clair de lune filtrait à travers les panneaux de verre de la serre principale, projetant des ombres mouchetées sur les chemins sinueux et créant des reflets argentés sur les larges feuilles tropicales. L'air humide était lourd de parfum, plus doux d'une certaine manière dans l'obscurité. Nadia le rejoignit à l'entrée de service comme promis, vêtu d'un pantalon noir slim et d'un haut bleu fluide qui rappelait à Ethan les eaux tropicales. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules ce soir, un nuage de boucles luxuriantes dans lequel il avait envie de passer ses doigts. « Bienvenue au conservatoire après les heures d'ouverture », dit-elle doucement, le menant le long d'un chemin illuminé uniquement par de petites lumières solaires encastrées dans le sol. Peu de gens ont l'occasion de découvrir cet endroit dans le noir. Je commence à apprécier que l'exclusivité soit votre spécialité, répondit Ethan, marchant à ses côtés, assez près pour que leurs mains se frôlent occasionnellement, chaque contact envoyant des étincelles sur sa peau. Elle le mena à une section spéciale de la serre, où un groupe de chercheurs et de bénévoles s'était rassemblé autour d'une grande plante en pot au centre. Un seul bouton dépassait, palais encore majoritairement fermé. Le moment est parfait, murmura Nadia, les positionnant là où ils pouvaient observer sans déranger les chercheurs. Ils commencent tout juste à s'ouvrir. Au cours de l'heure suivante, ils regardèrent avec un émerveillement silencieux le bouton se déployer lentement, révélant des pétales blancs immaculés qui semblaient luire au clair de lune. Le parfum devint de plus en plus fort. Une douceur enivrante qui remplissait la serre. C'est la beauté la plus éphémère de notre collection, expliqua Nadia, sa voix douce de respect. Toute cette splendeur pour seulement quelques heures, puis elle disparaît jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi dépenser tant d'énergie pour quelque chose d'aussi fugace, demanda Ethan, sincèrement curieux. Nadia se tourna vers lui, son expression pensive dans la lumière argentée. Certains pourraient demander pourquoi quelque chose de beau a besoin de justifier son existence, dit-elle. Mais biologiquement parlant, il s'agit de survie. Cette extravagance, la taille, le parfum, la couleur d'un blanc pur qui luit au clair de lune, tout cela est fait pour attirer le seul pollinisateur spécifique dont cette plante a besoin. Elle met tout en œuvre pour cette seule nuit, cette seule chance de continuation. Une stratégie plutôt risquée, observa Ethan, se sentant ému par l'exhibition désespérée de la plante. La nature ne craint pas le risque comme les humains le font, répondit Nadia. Parfois, les résultats les plus magnifiques exigent les plus grandes vulnérabilités. Leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité mouchetée de clair de lune, et Ethan sentit le poids de ces mots s'installer entre eux comme un défi. Cette femme voyait à travers ses façades prudentes et ses décisions calculées jusqu'au cœur de sa vie, basée sur l'aversion au risque. Depuis son enfance tumultueuse et ses premiers échecs professionnels, Ethan avait construit une existence définie par le contrôle et la certitude. Nadia semblait lui demander s'il était capable de quelque chose de plus. Alors que la foule de chercheurs s'éclaircissait, se déplaçant vers d'autres spécimens qui répondraient à l'énergie de la nuit, Ethan et Nadia se retrouvèrent seuls devant la magnifique floraison. « Puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers la fleur. Nadia hocha la tête, et Ethan s'approcha, inhalant le parfum enivrant. Les pétales semblaient pulser de vie, leurs bords délicatement dentelés comme de la fine dentelle. Il comprit soudain pourquoi les humains avaient toujours été attirés par la beauté qui ne durerait pas. Elle exigeait une présence, une attention totale au moment avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Quand il se tourna vers Nadia, elle le regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le clair de lune jouait sur ses traits, soulignant l'architecture élégante de ses pommettes, la plénitude de ses lèvres, la profondeur intelligente de ses yeux. « Merci d'avoir partagé cela avec moi, dit-il, sa voix plus basse que prévu. C'est extraordinaire. Vous me surprenez, Ethan Blackwood, répondit-elle. S'approchant, elle dit, je ne m'attendais pas à ce qu'un magnate de la technologie apprécie quelque chose qu'il ne pouvait ni acquérir ni contrôler. Je suis en train d'apprendre que les expériences les plus précieuses sont peut-être celles qui ne peuvent pas être possédées, dit-il, tendant la main pour effleurer sa joue, incapable de résister plus longtemps à l'attirance, seulement vécue, seulement remémorée. Sa peau était chaude sous son contact, vivante d'une énergie qui semblait se transférer à son propre corps.
Nadia ferma brièvement les yeux, puis leva les yeux vers lui avec un mélange de désir et de prudence qui fit s'emballer son cœur. « Fais attention, murmura-t-elle. Je ne suis pas un spécimen rare que tu peux ajouter à ta collection. C'est exactement pour ça que je suis ici, admit Ethan, glissant sa main pour encadrer l'arrière de son cou, l'attirant plus près, parce que tu es la première chose que j'ai rencontrée depuis des décennies que je ne pouvais ni prévoir ni contrôler. Tu me terrifies, Nadia Ellis, et je ne peux pas rester loin. Le baiser, lorsqu'il vint, fut plus profond et plus urgent que le premier. Le corps de Nadia fondit contre le sien, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle répondait à sa faim par la sienne. Ethan se perdit dans son goût, le doux son qu'elle faisait alors que ses mains exploraient la courbe de sa taille, le bas de son dos, la rondeur de ses hanches. L'espace sacré, le clair de lune, la rare floraison libérant son parfum séducteur dans l'air autour d'eux, tout conspirait pour créer un moment hors du temps ordinaire. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre, les tissus fins entrent soudainement trop épais, trop restrictifs. Les mains d'Ethan glissèrent plus bas, soulevant Nadia jusqu'à ce qu'elle soit perchée sur le bord d'une table de plantation voisine. Leurs bouches toujours fusionnées dans une exploration avide. Nous devrions nous arrêter, halta-t-elle contre ses lèvres, même si ses jambes s'enroulaient autour de sa taille, le tirant plus près de sa chaleur. N'importe qui pourrait entrer. As-tu envie de t'arrêter, demanda Ethan, traçant des baisers le long de la colonne de sa gorge, enivré par le goût de sa peau. Non, admit elle, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, le tenant contre son point de pulsation. Mais je ne mélange pas les affaires et le plaisir, et toi, Ethan Blackwood, tu es techniquement mon affaire. Avec une réticence visible, elle déroula ses jambes de sa taille et recula, créant de l'espace entre eux, bien que ses yeux brûlent encore du même désir qui parcourait ses veines. C'est compliqué, dit-elle, lissant ses cheveux avec des doigts tremblants. Votre fondation finance mon travail. Il y a des considérations éthiques, des frontières professionnelles. Ethan voulait argumenter, écarter de telles préoccupations pragmatiques, mais il la respectait trop pour rejeter ses réserves. Au lieu de cela, il attrapa sa main, la portant à ses lèvres dans un geste qui était à la fois une concession et une promesse. Alors je vais devoir trouver un moyen de simplifier les choses, dit-il, son esprit calculant déjà les possibilités, parce que je ne pense pas que l'un de nous soit prêt à faire semblant que cela n'arrive pas. Le sourire de Nadia revint, lent et entendu. Non, je ne pense pas que nous puissions faire semblant, acquiesça-t-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ils restèrent dans la serre jusqu'à l'aube, regardant la magnifique floraison commencer son déclin inévitable alors que les premiers rayons du soleil pénétraient par le plafond de verre. Leur conversation s'égara dans des territoires personnels que ni l'un ni l'autre ne partageaient habituellement, rêves d'enfance, déceptions professionnelles, espoir tranquille pour l'avenir. Ils ne s'embrassèrent plus, bien que le désir restât un courant palpable entre eux. Au lieu de cela, ils établirent un nouveau type d'intimité, construit sur la confidence et la découverte. Alors qu'ils marchaient enfin ensemble vers la sortie, le personnel du matin commençant à arriver pour la journée, Nadia se tourna vers lui avec une expression qui combinait vulnérabilité et détermination. « Je devrais te dire quelque chose avant que cela n'aille plus loin, dit-elle. J'ai déjà été blessée, gravement, par un homme qui me voyait comme un trophée exotique à ajouter à sa collection. Je ne me remettrai pas dans cette position. » Ethan considéra ces mots attentivement avant de répondre. « Je ne peux pas promettre que je ne te blesserai pas, Nadia. Je n'ai pas le meilleur bilan en matière de relations. Ou même de bilan, vraiment. Mais je peux promettre que je te vois, non pas comme un trophée ou un symbole, mais exactement comme tu es. » Elle l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête une fois. « Une décision prise pas à pas, alors, dit-elle, et le sourire qui fleurit sur son visage rivalisa avec le cierge nocturne dans sa beauté à couper le souffle. Voyons où cela nous mène. » Alors qu'Ethan quittait le conservatoire et entrait dans la lumière vive du soleil du matin, il réalisa avec une clarté saisissante que, pour la première fois dans son existence soigneusement contrôlée, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Et l'incertitude ressemblait remarquablement à de la liberté. Chapitre 4 Première floraison. L'invitation au gala de charité annuel de la Blackwood Foundation arriva au bureau de Nadia sur du papier crème épais, remise en main propre avec une petite boîte contenant une seule orchidée parfaitement préservée, la même variété rare qu'elle avait montrée à Ethan lors de l'une de ses visites de plus en plus fréquentes au conservatoire. La note, écrite à la main dans une écriture masculine précise, était brève mais envoya un frisson d'anticipation à travers elle. L'événement soutient les efforts de conservation mondiaux. Votre expertise serait inestimable, mais pour être honnête,
je veux simplement que vous soyez là. Nadia passa ses doigts sur la calligraphie élégante, partagée entre le désir et l'appréhension. Au cours des semaines depuis leur rencontre au clair de lune dans la serre, elle et Ethan avaient développé une connexion qui défiait ses attentes. Leur conversation allait de débats passionnés sur la politique environnementale à des échanges calmes sur leurs histoires personnelles. Il avait révélé des aperçus d'une enfance marquée par l'instabilité et la perte. Elle avait partagé les défis de naviguer dans le monde universitaire et de la conservation en tant que femme de couleur. Ce qu'ils n'avaient pas fait, c'était de définir ce qui se passait entre eux, ni de revenir à l'intimité physique enflammée de cette nuit avec le cierge, bien que chaque regard, chaque toucher accidentel, vibrait d'un désir retenu. Cette invitation représentait un seuil. Assister au gala signifiait entrer dans le monde d'Ethan, une sphère de richesse et de pouvoir que Nadia avait toujours vue avec scepticisme, sinon avec une méfiance pure et simple. Après un après-midi d'indécision, elle appela sa meilleure amie, Lena, qui arriva à son appartement avec une bouteille de vin et sa sagesse pratique. « Tu te prends trop la tête, » dit Lena, leur versant à chacune un verre généreux. « Cet homme est clairement fou de toi. Va à la fête, porte quelque chose de spectaculaire et vois s'il y a de la substance derrière l'attirance. Son monde est si différent du mien. » Nadia soupira, s'enfonçant dans son canapé. « Tu devrais voir ces gens, les membres du conseil de Lena, les investisseurs. Ils me regardent comme si j'étais un spécimen exotique qu'ils ne peuvent pas tout à fait classer. »« Alors, laisse-les regarder, » répondit Lena, son ton sans compromis. « Tu as passé ta carrière à mettre les personnes puissantes mal à l'aise avec des vérités qu'elles préféreraient ignorer. Pourquoi t'arrêter maintenant ?» Nadia sourit, malgré elle. « Tu fais en sorte que cela paraisse si simple. » C'est simple. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Tout le reste n'est que détail. Après le départ de Lena, Nadia passa 2 appels, un pour accepter l'invitation d'Ethan, et un autre à une amie styliste qui lui devait une faveur. Si elle devait entrer dans la fosse au lion, elle le ferait à ses propres conditions, en portant sa propre armure. La nuit du gala arriva avec une chaleur inhabituelle, l'air du début de juin lourd de la promesse des orages d'été. La robe que l'amie de Lena avait créée était un chef-d'œuvre, de la soie émeraude qui drapait comme un liquide sur les courbes de Nadia, avec des éléments structurels inspirés par la perfection architecturale des feuilles qui se déploient. Elle était à la fois élégante et indéniablement botanique, un pont parfait entre le monde de Nadia et l'événement de la haute société auquel elle était sur le point d'entrer. La voiture qu'Ethan envoya, malgré ses protestations qu'elle pouvait prendre un taxi, la conduisit au temple de Dandure du Metropolitan Museum, transformé pour la soirée en un jardin intérieur luxuriant. Des murs vivants recouvraient les espaces normalement austères, et des arrangements floraux soigneusement agencés créaient l'illusion d'une nature sauvage cultivée. Nadia sentit des yeux sur elle alors qu'elle entrait, les conversations s'interrompant alors que les regards suivaient sa progression dans la pièce. Elle garda la tête haute, refusant d'être intimidée. Elle avait gagné sa place ici professionnellement, au moins. Elle repéra immédiatement Ethan. Même dans une pièce remplie d'hommes puissants en smoking sur mesure, il se distinguait par sa taille, la confiance de ses épaules et l'intensité de sa concentration qu'il apportait à chaque conversation. Elle l'étudia un instant, notant la coupe parfaite de sa veste, l'éclat subtil de ses boutons de manchette en platine, la précision contrôlée de ses gestes alors qu'il parlait à un couple âgé. Puis, comme s'il sentait sa présence, il leva les yeux, leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée, et Nadia sentit l'impact comme une force physique. L'expression d'Ethan se transforma, le masque social poli remplacé par quelque chose de brut et d'affamé. Il s'excusa auprès de son interlocuteur et se dirigea vers elle avec détermination, fendant la foule sans jamais la quitter des yeux. « Tu es venu. » dit-il lorsqu'il l'atteignit, sa voix basse, rien que pour ses oreilles. « J'avais dit que je le ferais. » répondit-elle, s'efforçant de garder un ton léger malgré l'accélération de son pouls. « Tu es magnifique, » dit-il simplement, son regard parcourant la longueur de son corps avec une appréciation non dissimulée. Nadia sentit la chaleur monter à ses joues. La robe est une création unique, des matériaux durables, inspirés par. Pas la robe, l'interrompit Ethan, ses yeux trouvant les siens à nouveau. Toi. Tu es magnifique. La robe a simplement de la chance de t'orner. Avant que Nadia ne puisse formuler une réponse à une admiration aussi manifeste, ils furent rejoints par un couple élégamment vêtu, le regard évaluateur de la femme observant l'apparence de Nadia avec une nonchalance calculée. Ethan, chérie, ronronna la femme, lui faisant une bise avant de tourner son attention vers Nadia. Et qui est votre charmante amie ? Isabella, répondit Ethan,
sa main venant se poser de manière possessive sur le bas du dos de Nadia. Permettez-moi de vous présenter le docteur Nadia Ellis, conservatrice en chef du Conservatoire botanique de Manhattan et principale experte en conservation adaptée au climat dans le Nord-Est. L'accent qu'il mit sur ses références était subtil mais indéniable, un message clair qu'elle devait être respectée pour ses réalisations plutôt que simplement tolérée en tant qu'invitée. Le sourire parfaitement entretenu d'Isabella se figea presque imperceptiblement. Comme c'est fascinant, dit-elle, d'un ton qui suggérait le contraire. Je ne crois pas vous avoir vu à ces événements auparavant. Non, en effet, acquiesça Nadia d'un ton aimable. Je passe généralement mes soirées avec des plantes. Elles sont moins sujettes à poser des questions évidentes. La main d'Ethan se pressa plus fermement contre son dos, que ce soit pour la prévenir ou pour l'apprécier, elle ne pouvait pas le dire. La froideur calculée dans les yeux d'Isabella suggérait que c'était quelqu'un du passé d'Ethan, ou peut-être de son cercle social actuel, qui n'était pas habitué à un discours direct. Le travail de Nadia révolutionne notre approche de la conservation dans les environnements urbains, dit Ethan doucement, désamorçant la tension. La plus récente initiative de la Blackwood Foundation a été largement façonnée par ses recherches. La conversation se poursuivit avec des banalités superficielles, mais Nadia resta consciente des sous-entendus. Le regard possessif dans les yeux d'Isabella lorsqu'elle regardait Ethan, l'évaluation spéculative des autres participants qui notaient son attention, les manières subtiles dont le pouvoir et le statut étaient communiqués dans cet environnement raffiné. Tout au long de la soirée, Ethan resta près d'elle, la présentant aux principaux donateurs et membres du conseil, sa main quittant rarement le bas de son dos. Chaque contact, bien que parfaitement convenable, semblait générer de la chaleur qui se propageait à travers le corps de Nadia, rendant de plus en plus difficile de maintenir la façade professionnelle qu'elle s'était promise d'adopter. Après le dîner formel et les discours, y compris le discours passionné d'Ethan sur l'engagement de la Fondation à préserver la biodiversité, il la guida hors du hall principal et à travers une porte discrète qui menait à une petite terrasse de jardin. L'espace était désert, les lumières de la ville créant une toile de fond scintillante contre le ciel nocturne. Au loin, des éclairs illuminaient parfois des nuages d'orage qui se rassemblaient. « J'avais besoin d'un moment seul avec toi », admit Ethan, sa voix rauque d'une émotion que Nadia commençait à reconnaître comme un désir à peine contenu. « Tu es la seule chose sur laquelle j'ai pu me concentrer de toute la soirée. » Nadia se tourna vers lui, l'air de la nuit frais contre sa peau échauffée. « Isabella semblait aussi très concentrée sur toi, » observa-t-elle, surprise par le mordant de sa propre voix. « Ancienne petite amie, ancienne erreur », corrigea Ethan, s'approchant. « L'une des nombreuses que j'ai commises quand je pensais que les relations n'étaient qu'une autre forme de négociation d'affaires. »« Et que penses-tu qu'elles sont maintenant » demanda Nadia, son cœur battant la chamade alors qu'il empiétait sur son espace personnel, le parfum subtil de son eau de Cologne l'enveloppant. « Je pense, dit-il lentement, levant une main pour tracer la ligne de sa mâchoire avec une tendresse exquise. Qu'elle consiste à trouver quelqu'un qui te donne envie d'être meilleur que tu ne le es. Quelqu'un qui voit au-delà de tes façades soigneusement construites, la personne qui est en dessous, son pouce effleurant sa lèvre inférieure, envoyant des flèches de sensations droit à son cœur. Quelqu'un qui te terrifie et t'exalte à parts égales. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, grasses et chaudes contre leur peau. Aucun des deux ne chercha à s'abriter. « Ethan, » murmura Nadia, sa voix hésitante. « Dis-moi que tu ressens ça aussi, » dit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, la rare vulnérabilité dans son expression lui coupant le souffle. « Dis-moi que je ne suis pas seul dans ça. » Au lieu de répondre avec des mots, Nadia réduisit la distance qui restait entre eux, ses lèvres trouvant les siennes avec une faim qui s'était construite depuis leur première rencontre dans la serre trempée de pluie. Le baiser fut électrique, dévorant, une revendication d'un territoire laissé trop longtemps inexploré. Les bras d'Ethan l'entourèrent à la taille, l'attirant contre les plans durs de son corps alors que le baiser s'approfondissait, leurs langues se rencontrant dans une danse qui imitait une union plus intime. La pluie tomba plus fort maintenant, trempant la soie fine de sa robe, collant la chemise blanche impeccable d'Ethan au contour musclé de sa poitrine. Aucun des deux ne s'en aperçut ni ne s'en soucia, perdus dans l'orage qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ses mains parcoururent son dos, ses hanches, s'emmêlant dans ses cheveux maintenant humides alors qu'il inclinait sa tête pour approfondir le baiser. Les doigts de Nadia trouvèrent la nuque de son cou, la ligne forte de sa mâchoire, la largeur de ses épaules sous le tissu mouillé. Quand ils se séparèrent enfin, haletants et trempés de pluie, les éclairs roulaient au-dessus de leur tête alors que la pluie tombait en nappe autour d'eux. Les yeux d'Ethan étaient sombres de désir, son comportement contrôlé brisé par le besoin. « Nous devrions rentrer » parvint-il à dire,
bien que ses mains restent de manière possessive sur sa taille. Ou nous pourrions partir tout court, suggéra Nadia, se surprenant elle-même par son audace. Tes discours sont finis, tes obligations sont remplies. Un sourire lent se dessina sur le visage d'Ethan, pas l'expression travaillée, prête pour les médias qu'elle l'avait vu utiliser toute la soirée, mais quelque chose de sincère et de presque enfantin dans son plaisir. Tu proposes que nous abandonnions mon propre gala, docteur Ellis, demanda-t-il, ses pouces traçant des cercles enivrants sur ses hanches. Je propose, dit-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour lui murmurer à l'oreille, qu'il y a de meilleures façons de se mouiller que de rester debout sous la pluie. La forte inspiration d'Ethan fut audible même par-dessus l'orage. Ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens à nouveau, contenaient une promesse qui lui fit fléchir les genoux d'anticipation. « Ma voiture attend, » dit-il, sa voix un grondement grave qu'elle ressentit plus qu'elle ne l'entendit. « Dis le mot, et nous partons. » Nadia savait que c'était un moment charnière. Au-delà de la chaleur et de la fin de leur connexion physique, au-delà de la stimulation intellectuelle de leur conversation, se posait la question de savoir si elle était prête à vraiment laisser cet homme entrer dans sa vie, avec toutes les complications et les vulnérabilités que cela impliquait. La pluie continuait de tomber autour d'eux, faisant écho à ce premier après-midi où quelque chose d'inattendu avait commencé. Nadia prit sa décision. « Emmène-moi chez toi, Ethan, dit-elle simplement. « Chez toi ?» Son baiser en réponse fut rapide et féroce, un saut de promesses pas encore dites mais de plus en plus comprises. Puis, main dans la main, ils coururent à travers l'averse jusqu'à la voiture qui les attendait, laissant le gala et ses interactions sociales soigneusement prescrites derrière eux. Le trajet jusqu'aux pentouses d'Ethan se déroula dans un flou de désirs retenus. Dans l'intimité ombragée du siège arrière de la voiture, leurs baisers devinrent de plus en plus urgents, leurs mains explorant avec plus d'audace, bien que toujours contraintes par la conscience de la présence du chauffeur au-delà de l'écran d'intimité. Au moment où ils atteignirent son immeuble, le corps de Nadia bourdonnait de besoin, chaque terminaison nerveuse sensibilisée au toucher d'Ethan. L'ascenseur privé menant aux pentouses offrit une autre occasion d'exploration. Ethan la pressa contre le mur miroir, sa bouche chaude contre sa gorge, tandis que ses mains rassemblaient la soie humide de sa robe, ses doigts traçant la peau nue de ses cuisses, avec un soin exquis. Nadia halta alors que son toucher s'aventurait plus haut, découvrant le bord en dentelle de ses sous-vêtements avec un grognement d'appréciation. « J'ai imaginé ça depuis ce premier jour sous la pluie, » a-t-il avoué contre sa peau, la voix rauque de désir. « Toi. Humide et magnifique, et dans mes bras. » La réalité, a réussi à dire Nadia, alors que ses doigts trouvaient le centre de son désir, caressant avec une pression délibérée, a de nets avantages sur l'imagination. Son rire a vibré contre sa gorge juste au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler son Pentouse, un chef-d'œuvre de design moderne avec des baies vitrées offrant une vue sur l'horizon orageux de Manhattan. Ethan l'a soulevée dans ses bras sans prévenir, la portant à travers l'espace faiblement éclairé jusqu'à sa chambre avec une certitude qui suggérait qu'il avait déjà imaginé ce chemin à de nombreuses reprises. La pièce était minimaliste mais luxueuse, dominée par un lit immense au drap couleur anthracite et un mur de fenêtres qui transformait l'orage à l'extérieur en une toile de fond dramatique pour ce qui était sur le point de se passer entre eux. Ethan a posé Nadia sur ses pieds à côté du lit, ses mains se déplaçant vers la fermeture éclair de sa robe mouillée par la pluie, ses yeux interrogateurs. À son hochement de tête, il a lentement baissé la fermeture, son souffle s'accélérant de manière audible alors que la soie émeraude glissait de ses épaules pour s'amonceler à ses pieds, ne la laissant vêtue que d'une délicate dentelle noire. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, » a-t-il dit, la voix empreinte de révérence. Nadia, enhardie par l'admiration nue dans son regard, a tendu la main vers les boutons de sa chemise. « À ton tour, » a-t-elle murmuré, les défaisant un par un jusqu'à ce qu'elle puisse repousser le tissu imbibé de ses épaules, révélant un torse sculpté par des séances d'entraînement régulières, légèrement parsemé de poils sombres qui se rétrécissaient en une ligne alléchante, disparaissant sous la ceinture de son pantalon. Ils se sont déshabillés mutuellement avec une lenteur délibérée, chaque centimètre de peau nouvellement exposé exploré par les mains et les lèvres avec une attention respectueuse. Quand ils ont finalement été nus, Ethan a couché Nadia sur son lit avec une tendresse qui contrastait avec la faim féroce dans ses yeux. « Dis-moi ce que tu veux, » a-t-il dit, planant au-dessus d'elle, son corps manifestement prémait sa maîtrise encore admirablement intacte. « Dis-moi comment te faire plaisir. » La vulnérabilité de cette demande, venant d'un homme habitué au pouvoir et au contrôle en toutes choses, a profondément touché Nadia. Elle a levé la main pour tracer les lignes fortes de son visage, laissant son toucher communiquer ce que les mots pourraient ne pas réussir à exprimer. « Je te veux » a-t-elle dit simplement. « Tout de toi. »
Pas seulement le milliardaire ou l'homme d'affaires ou n'importe quel autre rôle que tu joues. Je veux Ethan. Le vrai homme. Quelque chose a changé dans son expression, un relâchement des défenses longtemps maintenues, une capitulation qu'elle a reconnue comme reflétant la sienne. Lorsqu'il a abaissé son corps sur le sien, lorsqu'ils se sont unis dans une communion qui semblait à la fois inévitable et miraculeuse, ce fut avec une plénitude qui transcendait le simple physique. Ils se sont déplacés ensemble avec une urgence croissante, l'orage à l'extérieur fournissant une bande sonore primale à leur passion. Les mains d'Ethan semblaient être partout à la fois, découvrant les secrets de son corps avec une attention dédiée. Nadia a égalé sa ferveur, ses inhibitions se dissolvant face à une adoration si ciblée. Quand le premier sommet de plaisir l'a submergé, son nom a été un cri sur ses lèvres, son corps se cambrant contre le sien en parfaite harmonie. Ethan l'a suivi par-dessus le bord quelques instants plus tard, le visage enfoui dans la courbe de son cou, son corps frissonnant de libération alors qu'il murmurait son nom comme une prière contre sa peau. Après, ils sont restés enlacés dans les draps rafraîchis par la tempête, la pluie crépitant encore contre les fenêtres tandis que la foudre illuminait de temps en temps leurs formes entrelacées. Ethan a tracé des motifs oisifs sur l'épaule nue de Nadia, son expression pensive dans la pénombre. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé, se redressant sur un coude pour étudier son visage. « Que j'ai acquis des entreprises et des propriétés d'une valeur de milliards » a-t-il répondu avec une franchise surprenante, mais je n'ai jamais ressenti ce sentiment d'exactitude que je ressens en ce moment, avec toi dans mes bras. La simple honnêteté de cette déclaration, venant d'un homme qui avait bâti son empire sur le calcul stratégique, a touché quelque chose de profond dans le cœur soigneusement gardé de Nadia. Elle s'est penchée pour l'embrasser doucement, une promesse et une reconnaissance du territoire inattendu qu'ils naviguaient désormais ensemble. Dehors, l'orage continuait sa symphonie, un rappel des forces élémentaires qui les avaient réunis. À l'intérieur, enlacés l'un dans l'autre, Ethan et Nadia se sont abandonnés à la nouvelle réalité qu'ils étaient en train de créer. Une réalité où la vulnérabilité était une force et le contrôle cédait la place à la puissance supérieure de la connexion. Chapitre 5, Racine et elle. Le lendemain matin, Nadia s'est réveillée dans les bras d'Ethan, le soleil baignant la pièce à travers les baies vitrées. Au petit déjeuner sur sa terrasse, ils ont partagé leurs histoires personnelles. Ethan a révélé son enfance avec un père alcoolique qui avait abandonné la famille, une mère qui cumulait 3 emplois, et les bourses qui avaient été son ticket de sortie de la pauvreté. Ça explique tout, a dit Nadia. Le contrôle. La construction d'un empire. Tu as créé un monde où tu ne serais plus jamais à la merci de forces que tu ne pouvais pas maîtriser. Et toi, Nadia, a-t-il demandé. Quelles forces ont façonné ton approche de la vie ? Nadia lui a parlé de son père musicien de jazz et de sa mère biologiste, et comment elle avait appris très tôt qu'en tant que femme noire, elle devrait toujours travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Quand Ethan a demandé au sujet de son divorce, son expression s'est assombrie. Jordan était un avocat d'entreprise issu d'une bonne famille. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait valoriser mon intelligence. Plus tard, j'ai réalisé qu'il valorisait surtout l'image d'avoir une femme noire bien éduquée. Sa preuve d'illumination. Elle a détourné le regard. Quand j'ai refusé de jouer l'ornement exotique lors des événements de son cabinet, quand j'ai insisté pour maintenir ma propre identité et ma carrière, les choses se sont effondrées. Le divorce a été moche. Ethan a tendu la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Il était un imbécile, a-t-il dit simplement. Peut-être, a concédé Nadia, mais ça m'a appris à être prudente en brouillant les lignes entre ma vie personnelle et professionnelle. Elle l'a regardé directement dans les yeux. Ce qui rend tout cela entre nous compliqué. Ethan a porté sa main à ses lèvres. Je ne veux pas être juste une autre complication dans ta vie, Nadia. Je veux être ton partenaire, ton égal. Le mot partenaire est resté suspendu entre eux, chargé de possibilités, qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. Le moment a été interrompu par le téléphone de Nadia qui a sonné, un rappel de sa réunion à venir. Je dois y aller, a-t-elle dit à contre-cœur. Ethan a demandé à son chauffeur de la ramener chez elle pour qu'elle puisse se changer avant son rendez-vous. À sa porte, leur baiser d'adieu a menacé de se transformer en quelque chose qui l'aurait certainement mis en retard. Ce soir, a demandé Ethan, son front contre le sien. Ce soir, a acquiescé Nadia. Chez moi cette fois. Je veux que tu vois où je vis. Ce soir-là, Ethan est arrivé à l'appartement modeste de Nadia à Morningside Heights, portant une bouteille de vin et un spécimen rare d'orchidée. Sa maison était l'opposé de son penthouse minimaliste.
des couleurs chaudes, des bibliothèques débordantes et des plantes partout, transformant le petit espace en un sanctuaire vibrant. Alors qu'il partageait un repas simple qu'elle avait préparé, Ethan s'est senti plus détendu qu'il ne s'en souvenait depuis des années. Dans ce cadre intime, sans les attributs de sa richesse et de sa position, il se sentait étrangement libéré, vu pour ce qu'il était lui-même plutôt que pour son empire. Après le dîner, le tonnerre a grondé dehors et la pluie a commencé à crépiter contre les fenêtres. Encore un orage, a observé Ethan avec un sourire. Il semble être notre compagnon constant. J'ai toujours aimé les orages, a répondu Nadia, se levant pour se tenir près de la fenêtre. Il nous rappelle qu'il y a des forces dans ce monde plus puissantes que le contrôle humain. Ethan est arrivé derrière elle, l'entourant de ses bras à la taille, ses lèvres trouvant le point sensible sous son oreille. Je commence à apprécier la beauté de la capitulation. Elle s'est tournée dans ses bras, son visage sérieux. Avant que ça aille plus loin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne serai pas un secret, ni un divertissement, ni une expérience exotique. Si nous faisons ça, si nous le faisons vraiment, il faut que ce soit réel. C'est déjà réel, a dit Ethan, encadrant son visage dans ses mains, plus réel que tout ce que j'ai jamais connu dans ma vie. Leurs ébats cette nuit-là ont été à la fois tendres et féroces, une manifestation physique des barrières émotionnelles qui tombaient entre eux. Dans les confins intimes de sa chambre, entouré de preuves de sa vie et de ses passions, Ethan s'est complètement abandonné aux sentiments qu'il avait tenus à distance. Avec l'orage comme témoin, ils ont forgé une connexion plus profonde qui l'a à la fois exalté et terrifié par son intensité. « Je suis en train de tomber amoureux de toi », a-t-il murmuré contre sa peau alors qu'ils étaient enlacés après, les mots, jamais prononcés auparavant à aucune femme, émergeant spontanément, honnêtes et bruts. Les yeux de Nadia, lumineux dans l'obscurité, ont cherché son visage. « Je suis en train de tomber aussi », a-t-elle admis, et ça me fait peur de la rapidité, de la complétude. « Nous allons nous en sortir ensemble », a promis Ethan, la serrant forte alors que l'orage se calmait progressivement à l'extérieur. Aucun des deux n'aurait pu anticiper à quelle vitesse cette promesse serait mise à l'épreuve. Chapitre 6, avertissement d'orage. La photographie est apparue dans la section potin du New York Post une semaine plus tard, Ethan et Nadia quittant le gala, trempés par la pluie et de toute évidence intime. Le titre était à la fois banal et incendiaire, la nouvelle amour exotique du milliardaire de la tech. Nadia l'a vu pour la première fois lorsqu'un collègue a déposé le journal sur son bureau avec des sourcils levés. L'article qui l'accompagnait spéculait sur ses antécédents, ses qualifications et insinuait de manière peu subtile qu'elle avait obtenu la subvention du conservatoire par des moyens autres que le mérite professionnel. Son téléphone a commencé à sonner immédiatement. D'abord Ethan, puis le président du conseil d'administration du conservatoire, puis des journalistes cherchant des commentaires. Elle les a tous ignorés, se concentrant sur l'exécution de ses tâches matinales avec une précision mécanique tout en traitant intérieurement les implications de sa vie privée, devenue un sujet public. Quand Ethan est apparu à la porte de son bureau peu après le déjeuner, le visage tendu par une colère contrôlée, Nadia a finalement permis à ses propres émotions de faire surface. « Mon équipe de relations publiques est sur le coup depuis ce matin », a-t-il dit sans préambule. Ils ont émis des lettres de mise en demeure à toute publication diffusant la photo, et nous préparons une déclaration qui souligne tes références professionnelles et le soutien de longue date de la Fondation au Conservatoire, antérieure à notre relation. Notre relation, a répété Nadia, les mots encore étranges sur sa langue. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ethan a traversé la pièce jusqu'à son bureau. Comment préférerais-tu qu'on l'appelle? Je ne sais pas, a-t-elle admis, mais je sais que je ne veux pas qu'elle soit disséquée dans la presse ou défendue par ton équipe de relations publiques. C'est exactement ce dont j'avais peur. Mon travail étant éclipsé, ma réputation remise en question. La publicité va s'éteindre, l'a-t-il assuré. Ces cycles d'information sont brefs. Ce n'est pas le propos, a dit Nadia, se levant pour arpenter le petit bureau. Il ne s'agit pas de la mauvaise presse. Il s'agit du fait qu'en tant que femme noire dans une position comme la mienne, je n'ai pas le luxe des scandales ou des distractions. Chaque réussite que j'ai acquise est déjà remise en question. Chaque subvention, chaque publication, chaque poste. Les gens cherchent des raisons d'attribuer mon succès à autre chose qu'au mérite. Ethan est resté silencieux un instant, absorbant ses mots. Je n'avais pas envisagé cette perspective, a-t-il finalement reconnu. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, a soupiré Nadia. C'est la réalité avec laquelle je compose tous les jours. Mais ça complique les choses entre nous. Avant qu'Ethan ne puisse répondre,
L'assistante de Nadia a frappé, l'air désolé. Docteur Ellis, Madame Kensington est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Nadia et Ethan ont échangé des regards perplexes. Margaret Kensington était la donatrice privée la plus généreuse du conservatoire, une riche veuve qui finançait leurs programmes éducatifs. Faites-la entrer, a dit Nadia, redressant sa veste et passant immédiatement en mode professionnel. Madame Kensington, Monsieur Blackwood, a-t-elle reconnu d'un hochement de tête. Je suis contente de vous trouver tous les deux ici. Ça m'évite de prendre 2 rendez-vous. Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Kensington? A demandé Nadia, gardant son sang-froid, malgré la visite inattendue. Vous pouvez m'expliquer, a dit la vieille femme d'un ton sec, pourquoi j'ai reçu un appel ce matin d'Isabella Thornton m'informant que la fondation Blackwood prévoyait de retirer son soutien aux initiatives de durabilité du conservatoire et de réorienter ses fonds vers le nouveau projet de développement à Westchester. Les yeux de Nadia se sont tournés vers Ethan, qui avait l'air tout aussi surpris. C'est la première fois que j'entends parler d'un tel plan, a-t-il dit, son expression s'assombrissant. Isabella n'a aucune autorité pour faire de telles déclarations. Elle semblait assez confiante, a observé Madame Kensington. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un conflit d'intérêts qui nécessitait une réévaluation des engagements de la fondation. La compréhension a frappé Nadia avec une clarté écœurante. Isabella, clairement menacée par l'intérêt d'Ethan pour elle, prenait des mesures préventives pour saper à la fois leur relation et la position professionnelle de Nadia. Madame Kensington, a dit Ethan, sa voix calme mais teintée d'acier. Je peux vous assurer que l'engagement de la fondation envers le conservatoire reste inchangé. Au contraire, nous explorons des moyens d'étendre notre soutien. La riche donatrice les a étudiés tous les deux pendant un moment, son expression illisible. Je vois. Et la nature de votre implication personnelle avec le docteur Ellis n'a aucune incidence sur ces décisions de financement. Nadia a senti la chaleur monter à son visage, en partie de l'embarras, en partie de l'indignation d'avoir sa vie professionnelle soumise à un tel examen. Le processus d'examen des subventions de la fondation est rigoureux et objectif, a répondu Ethan en douceur. Les propositions du docteur Ellis ont toujours été financées uniquement sur le mérite, bien avant qu'une quelconque connexion personnelle n'existe entre nous. Il a ajouté, rencontrant les yeux de Nadia avec une intensité tranquille. Cela dit, je ne m'excuse pas pour ma relation avec l'un des esprits les plus brillants de la science de la conservation. L'expression de Madame Kensington s'est légèrement adoucie. Eh bien, a-t-elle dit après une pause. Je suppose que c'est rafraîchissant d'être aussi direct. Je considérerai la question clarifiée pour l'instant. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Bien que vous voudriez peut-être vous préparer à d'autres conversations de ce genre, ma chère, a-t-elle ajouté à Nadia. Le circuit des potins est on ne peut plus persistant. Après son départ, l'expression d'Ethan s'est durcie. Isabella, a-t-il dit, le nom comme une étincelle dans sa bouche. J'aurais dû anticiper ça. Qui est-elle pour toi, vraiment, a demandé Nadia. La question qui mijotait depuis le gala a finalement fait surface. Sa famille a des liens avec plusieurs membres du conseil d'administration, a expliqué Ethan. Nous sommes sortis ensemble brièvement il y a 3 ans. Une relation qui avait du sens sur le papier mais n'avait aucune substance en réalité. Elle a maintenu la fiction que nous pourrions éventuellement nous réconcilier. Ses yeux ont rencontré ceux de Nadia. Elle est aussi au comité qui supervise le projet de développement dans le comté de Westchester. Nadia a frissonné. Le projet Greenbrier Acre. Celui qui prévoit de défricher 200 acres de zones humides protégées. Ethan a hoché la tête d'un air sombre. Le même. Ethan, a dit Nadia lentement. Tu sais que je me bats contre ce développement depuis des mois. Ces zones humides sont un habitat critique pour plusieurs espèces en voie de disparition. Je sais, a-t-il reconnu. C'est pourquoi la fondation n'a pas financé, malgré une pression considérable de la part de certains membres du conseil d'administration ayant des intérêts financiers dans le projet, y compris Isabella. Compris Isabella, a conclu Nadia. Les pièces du puzzle se mettent en place. Elle utilise notre relation comme levier, suggérant que je suis compromise par ma connexion personnelle avec toi. L'ironie n'a échappé à aucun des deux. Donc, on me fait passer pour une femme qui couche avec toi pour obtenir des fonds pour le conservatoire, a dit Nadia amèrement. Tout en étant simultanément blâmée pour t'influencer contre d'autres projets. Ça ne marchera pas, l'a assuré Ethan. Se rapprochant pour prendre ses mains.
Le conseil d'administration respecte mon jugement, et les tactiques d'Isabella sont transparentes. Mais efficaces, a souligné Nadia. Elle a déjà semé le doute auprès de Madame Kensington. Combien d'autres appels a-t-elle passé? Combien d'autres donateurs ou membres du conseil d'administration remettent en question mon intégrité ou la tienne? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le téléphone de Nadia a sonné, le président du conseil d'administration du conservatoire à nouveau. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je dois prendre ça. Ethan a acquiescé, comprenant que la conversation nécessitait de l'intimité. Je m'occuperai d'Isabella, a-t-il promis. Sa voix tombant à un registre qui a rappelé à Nadia l'homme d'affaires impitoyable qu'il devait être dans la salle de conférence. Ça s'arrête maintenant. Alors qu'il quittait son bureau, Nadia a ressenti un frisson d'appréhension. La simple joie de tomber amoureuse était soudainement devenue compliquée par les dynamiques de pouvoir, le regard du public et les conflits professionnels qui menaçaient tout ce pour quoi elle avait travaillé. Répondant au téléphone, elle s'est préparée aux conversations difficiles à venir, se demandant si ce qu'elle et Ethan construisaient pourrait résister à l'orage qui approchait clairement. Chapitre 7, Carrefour. La salle de conférence de Blackwood Innovation est devenue silencieuse à l'entrée d'Ethan. 14 perdus l'ont regardé prendre sa place à la tête de la table, son expression ne trahissant rien malgré le tumulte des 24 dernières heures. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion d'urgence, a-t-il dit. Sa voix contrôlée et autoritaire. Je vous ai convoqué ici pour aborder le projet de développement de Greenbrier Acre et la position de la Fondation à ce sujet. Isabella Thornton s'est agitée sur sa chaise, ses doigts parfaitement manucurés tapotant légèrement contre la table polie. Je crois que nous avons déjà discuté de l'implication potentielle de la Fondation, a-t-elle dit doucement. Le projet présente des opportunités économiques importantes pour la région. Il présente aussi des préoccupations environnementales importantes, a rétorqué Ethan, faisant un signe de tête à son assistante, qui a distribué des dossiers à chaque membre du conseil d'administration. Ces rapports détaillent l'impact écologique du développement de ces zones humides. Le coût environnemental l'emporte de loin sur tout bénéfice économique. Avec tout le respect que je vous dois, a interjeté Edmund Thornton, l'oncle d'Isabella et un actionnaire majeur. Ces préoccupations semblent avoir fait surface plutôt soudainement. On pourrait se demander si vos relations personnelles ne colorent pas votre jugement. L'accusation implicite est restée en suspens. L'expression d'Ethan est restée impassible, bien qu'un muscle se soit contracté dans sa mâchoire. Si vous faites référence à ma relation avec le docteur Ellis, a-t-il dit d'une voix égale, je rappellerai au conseil d'administration que son expertise en sciences de la conservation est précisément la raison pour laquelle son opinion sur cette question devrait être valorisée. Cependant, ces rapports, a-t-il tapoté le dossier, proviennent de cabinets d'évaluation environnementale indépendants sans aucun lien avec le docteur Ellis ou le conservatoire. Néanmoins, a insisté Isabella, l'apparence d'un conflit existe. Nous devons considérer la réputation de la Fondation. En effet, nous le devons, a convenu Ethan, son ton durcissant légèrement, c'est pourquoi j'ai préparé une déclaration clarifiant que le docteur Ellis et moi-même nous sommes récusés de toute décision de financement qui pourrait présenter même l'apparence d'un conflit. Il a glissé un autre document sur la table. Ce que je ne ferai pas, c'est soutenir un projet qui viole la mission principale de la Fondation de durabilité environnementale simplement pour éviter des potins non fondés. Le sourire d'Isabella s'est figé. C'est très noble. Et que pense votre nouvel ami de votre décision de vous distancier de ses préoccupations professionnelles? Ethan a rencontré son regard directement. Le docteur Ellis comprend l'éthique professionnelle mieux que la plupart des gens, Isabella, quelque chose que vous pourriez envisager d'imiter. La réprimande, bien que délivrée calmement, a fait que plusieurs membres du conseil d'administration se sont agités inconfortablement. Quant au projet Greenbrier, a poursuivi Ethan, s'adressant à la salle, je recommande que la Fondation retire publiquement sa considération de financement et publie une déclaration soutenant la préservation des zones humides. J'ai exposé nos raisonnements environnementaux et éthiques dans les documents qui se trouvent devant vous. La discussion du conseil d'administration qui a suivi a été vive mais finalement productive. À la fin de la réunion, une majorité s'était rangée du côté de la position d'Ethan, impressionnée par la minutie de ses recherches sur l'impact environnemental. Isabella et son oncle sont partis avec une hostilité à peine voilée. Mais Ethan avait remporté cette bataille particulière. La victoire, cependant, lui a semblé creuse alors qu'il se rendait en voiture à l'appartement de Nadia ce soir-là. Leur conversation téléphonique au cours de la dernière journée avait été brève et tendue.
son attention était absorbée par la gestion des dégâts au conservatoire, tandis que la sienne se concentrait sur la riposte aux machinations d'Isabella. La pluie a commencé à tomber alors qu'il se garait devant son immeuble. Une averse douce et constante qui semblait faire écho à sa propre incertitude. Ils s'étaient rencontrés sous la pluie, s'étaient trouvés sous la pluie, et maintenant ils faisaient face à leur premier défi sérieux alors que la pluie tombait une fois de plus autour d'eux. Ethan s'est demandé si c'était un présage. Quand Nadia a ouvert sa porte, les ombres sous ses yeux lui ont tout dit sur la difficulté de sa journée. Sans mots, il l'a tirée dans ses bras, la serrant fort comme si elle pouvait s'échapper. « Tu m'as manqué » a-t-il murmuré contre ses cheveux. « Ça n'a duré qu'une journée » a-t-elle répondu. Bien que ses bras se soient resserrés autour de lui, démentant sa réponse désinvolte. À l'intérieur de son appartement, ils se sont assis l'un près de l'autre sur son petit canapé, la pluie crépitant contre les fenêtres créant une bulle d'intimité autour d'eux. La réunion du conseil d'administration s'est aussi bien passée que possible, a dit Ethan. Ses doigts entrelacés avec les siens. Nous nous opposons officiellement au développement de Greenbrier et nous allons publier une déclaration soutenant la préservation des zones humides. Un soulagement a traversé le visage de Nadia. C'est merveilleux. Ces zones humides sont irremplaçables. Isabella n'était pas contente, a-t-il ajouté. Je ne pense pas que nous ayons entendu le dernier mot d'elle. Non, je n'y attends pas. Nadia a soupiré, retirant sa main de la sienne pour la passer dans ses cheveux. Un geste qu'il reconnaissait maintenant comme un signe de stress. Mon conseil d'administration n'a pas été aussi solidaire que le tien. Ethan s'est tendu. Que s'est-il passé? Ils sont préoccupés par la publicité négative qui affecte les relations avec les donateurs. Certains ont suggéré que je prenne un congé temporaire jusqu'à ce que l'attention des médias retombe. Sa voix était ferme, mais Ethan pouvait entendre la douleur sous le vernis professionnel. Apparemment, je suis une distraction de la mission du conservatoire. C'est absurde, a dit Ethan, la colère s'enflammant. Tu es la mission du conservatoire. Sans ton travail, la moitié de leur programme n'existerait pas, ça n'a pas d'importance, a répondu Nadia, se levant pour arpenter la petite pièce. La perception est la réalité dans les organisations financées par des donateurs. S'ils croient que je compromets notre réputation, les faits sont sans importance. Je leur parlerai, a proposé Ethan immédiatement. Je peux augmenter le financement de la fondation pour compenser toute perte potentielle. Non. Nadia l'a interrompu sèchement. C'est exactement ce que nous ne pouvons pas faire, Ethan. Utiliser ton argent ou ton influence ne ferait que confirmer leur soupçon que notre relation est en quelque sorte transactionnelle. Elle a cessé d'arpenter pour lui faire face directement. Ne vois-tu pas? C'est précisément ce dont j'avais peur quand nous avons commencé. Ma crédibilité professionnelle est remise en question à cause de la personne avec qui je couche. La franchise de sa phrase l'a piqué. Est-ce tout ce que c'est pour toi? A demandé Ethan calmement. Coucher ensemble? L'expression de Nadia s'est adoucie. Tu sais que ce n'est pas le cas. Mais c'est ainsi que le monde le voit, la conservationniste noire qui couche avec le milliardaire blanc qui finance ses projets préférés. C'est un narratif que j'ai passé toute ma carrière à essayer d'éviter. Ethan s'est levé, s'approchant pour prendre ses mains dans les siennes. Alors nous changeons le narratif ensemble. Comment? A demandé Nadia, la vulnérabilité dans sa voix le touchant au vif. Je ne sais pas encore, a-t-il admis. Mais je sais que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Du moins pour moi. Il a cherché ses yeux, soudainement incertains. C'est le cas pour toi aussi? Le silence qui a suivi a semblé interminable. Finalement, Nadia a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai besoin de temps, Ethan. De l'espace pour réfléchir. Sans que ta force gravitationnelle n'affecte chaque décision. Elle a serré ses mains avant de les dégager doucement. Tout cela est arrivé si vite, et maintenant les conséquences s'écrasent autour de nous. Ce n'était pas un rejet, pas tout à fait, mais ça y ressemblait. La poitrine d'Ethan s'est serrée d'une panique inhabituelle. Combien de temps? Je ne sais pas, a-t-elle répondu honnêtement. Mais je dois gérer la situation du conservatoire selon mes propres termes, établir des limites qui protègent ma position professionnelle. Ethan a voulu discuter, offrir des solutions. Tout réparer comme il avait passé sa vie à le faire. Au lieu de cela, il s'est forcé à respecter sa demande. Je comprends, a-t-il dit, bien que chaque instinct se soit rebellé contre le fait de partir.
À sa porte, leur baiser d'adieu a été tendre et teinté d'incertitude. Ce n'est pas une fin, a murmuré Nadia contre ses lèvres, juste une pause pour retrouver notre équilibre. Ethan a acquiescé, incapable de faire confiance à sa voix. Alors qu'il marchait vers sa voiture sous la pluie douce, il a eu l'impression de laisser une partie de lui-même derrière, une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Pour la première fois en des décennies, Ethan Blackwood se retrouvait face à un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent, du pouvoir ou une planification stratégique. C'était un territoire inconnu, et le chemin à suivre était tout sauf clair. Chapitre 8, traverser l'orage. 3 semaines de silence ont mis l'autocontrôle d'Ethan à l'épreuve. 3 semaines à respecter la demande d'espace de Nadia, alors que chaque instinct le poussait à agir, à réparer, à revendiquer. Il s'est jeté dans le travail, enchaînant des journées de 18 heures qui laissaient son équipe de direction avoir du mal à suivre. Pendant ce temps, la tempête médiatique s'est intensifiée. Isabella a divulgué de manière anonyme des préoccupations concernant des irrégularités de financement à plusieurs publications commerciales. Le conseil d'administration du conservatoire a placé Nadia en congé administratif d'1 mois, officiellement pour mener un examen éthique. Bien qu'il n'existe aucune preuve de mauvaise conduite, Ethan a observé de loin, maintenant la séparation qu'elle avait demandée, mais collectant discrètement chaque article, surveillant chaque développement. Quand le New York Times a publié un article particulièrement féroce remettant en question les qualifications de Nadia, il a dû se retenir physiquement de l'appeler, de se précipiter à sa défense. Au lieu de cela, il a canalisé sa frustration en une action stratégique. Son équipe juridique a discrètement monté un dossier de diffamation contre les publications imprimant des allégations non fondées. Son équipe de relations publiques a préparé un dossier complet sur les références académiques et les réalisations professionnelles de Nadia. Ces enquêteurs privés ont compilé des preuves des tentatives systématiques d'Isabella de saper la réputation de Nadia. Mais il n'a rien déployé de tout cela, pas encore, pas sans le consentement de Nadia. Le 23e jour de leur séparation, le ciel s'est ouvert sur un déluge d'été qui a inondé les rues de Manhattan et a envoyé les habitants se mettre à l'abri. Ethan était assis dans son bureau pentouse, regardant les gouttes de pluie s'élancer sur les baies vitrées, chacune lui rappelant ce premier après-midi dans la serre. Son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Normalement, il l'aurait laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose l'a poussé à répondre. Ethan Blackwood. Monsieur Blackwood, ici Lena Wilson, l'amie de Nadia. La voix de la femme était claire et directe. J'appelle parce qu'elle est trop têtue pour le faire elle-même. Le pouls d'Ethan s'est accéléré. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement? Oui. Professionnellement et émotionnellement, pas tellement. Lena a soupiré de manière audible. Écoutez, je me mêle probablement de ce qui ne me regarde pas, mais je ne peux plus la regarder sacrifier son bonheur pour protéger sa fierté. Le conseil d'administration du conservatoire s'est réuni hier. Il prolonge son congé indéfiniment, en attendant un examen plus approfondi. Sur la base de quelles preuves, a demandé Ethan, la colère s'enflammant. Aucune. C'est là le but. C'est une partie d'attente. Ils espèrent qu'elle démissionnera pour éviter de nouvelles controverses. Pendant ce temps, elle s'isole, refusant de laisser qui que ce soit l'aider, y compris vous. Ethan s'est pincé l'arête du nez, traitant cette information. Que suggérez-vous, mademoiselle Wilson? J'ai respecté sa demande d'espace. Respectueusement, monsieur Blackwood, parfois l'espace n'est pas ce dont les gens ont vraiment besoin. Parfois, ils ont besoin que quelqu'un leur rappelle pourquoi ils se battent. La voix de Lena s'est légèrement adoucie. Vous lui manquez. Elle ne l'admettra pas, mais c'est le cas. Et d'après ce que je comprends, elle vous manque aussi. Plus que je ne peux l'exprimer, a reconnu Ethan, se surprenant par sa franchise brute. Alors faites quelque chose, a défié Lena. Elle est au conservatoire en ce moment, en train de vider son bureau. Aujourd'hui pourrait être votre dernière chance avant qu'elle ne se persuade que cette séparation est pour le mieux. Après avoir remercié Lena pour l'appel, Ethan est resté immobile pendant plusieurs instants, pesant ses options. Respecter les limites de Nadia était important, mais se battre pour ce qu'ils avaient trouvé ensemble l'était tout autant. La pluie a continué à tomber à l'extérieur, faisant écho au tumulte de ses pensées. Sa décision prise, il a attrapé son manteau et ses clés. Le conservatoire botanique de Manhattan était presque désert sous le déluge, la plupart des visiteurs ayant cherché des attractions plus sèches pour la journée. Ethan a contourné l'entrée principale,
utilisant ses références de la fondation pour accéder au bâtiment administratif où il avait rencontré Nadia pour la première fois des mois plus tôt. Il l'a trouvée dans son bureau, emballant méthodiquement des livres dans des cartons, le dos tourné à la porte. Même de dos, il pouvait voir la lassitude dans l'inclinaison de ses épaules, la précision mécanique de ses mouvements. « Vous allez quelque part » a-t-il demandé doucement depuis l'embrasure de la porte. Nadia s'est figée, puis s'est lentement tournée pour lui faire face. La vue d'elle, magnifique malgré l'épuisement évident dans ses yeux, l'a frappée de plein fouet. « Ethan » a-t-elle dit, son nom à moitié une déclaration, à moitié une question. « Que fais-tu ici » Je romps le silence, a-t-il répondu simplement. « Ça fait 23 jours, Nadia. J'ai respecté ta demande d'espace, mais je ne peux pas rester sans rien faire et les regarder démanteler ta carrière à cause de nous. » Elle a soupiré, posant le livre qu'elle tenait. Il ne s'agit plus seulement de nous. Une fois que l'histoire a éclaté, chaque décision que j'ai jamais prise, chaque subvention que j'ai jamais reçue, a été examinée. Le conseil d'administration se soucie des apparences plutôt que des faits. Alors nous leur donnons de nouveaux faits, a dit Ethan, s'avançant plus loin dans le bureau. J'ai tout ce dont nous avons besoin pour combattre ça. Des options juridiques. Une stratégie médiatique. Des preuves de la campagne délibérée d'Isabella contre toi. Plus de complications, a dit Nadia avec lassitude. Plus de visibilité. Plus de drame. Quelle est l'alternative? Les laisser gagner? Sacrifier ta carrière et notre relation parce que c'est plus facile que de se battre? Plus facile, la voix de Nadia s'est élevée légèrement. Rien de tout cela n'a été facile, Ethan. J'ai passé des années à construire ma réputation dans ce domaine, des années à prouver que j'appartiens à ce niveau uniquement sur la base du mérite. Et en quelques semaines, tout a été réduit à des murmures sur la personne avec qui je couche. Ethan a réduit la distance entre eux, s'arrêtant juste avant de la toucher, bien que son corps ait eu hâte de le faire. Je comprends ça. Mais renoncer à ton travail, à nous, ce n'est pas la solution. Alors quelle est la solution? A-t-elle défié? La vulnérabilité perçant à travers son extérieur posé. Nous l'affrontons ensemble, a-t-il dit simplement. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, ne se retirant pas de son toucher. Que tout cela, ma compagnie, ma richesse, mon soi-disant empire, ne signifie rien si je ne peux pas le partager avec quelqu'un qui me voit pour qui je suis vraiment. Sa prise s'est légèrement resserrée. Tu es cette personne, Nadia, la seule qui ait jamais regardé au-delà de la façade du milliardaire pour voir l'homme en dessous. Ses yeux ont brillé de larmes non versées. J'ai peur, Ethan. Peur de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Peur de dépendre de toi et de tes ressources pour arranger ça. Peur de ce qui arrivera si nous ne pouvons pas résister à cet orage. Ethan a porté sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur sa paume. J'ai peur aussi, a-t-il admis. Terrifié, en fait. Je n'ai jamais rien ressenti pour qui que ce soit de ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais eu autant à perdre. L'honnêteté de sa confession, cette admission de vulnérabilité de la part d'un homme qui avait bâti sa vie autour de la projection de la force et du contrôle, a semblé atteindre Nadia d'une manière que ses autres arguments ne pouvaient pas. Que faisons-nous maintenant? A-t-elle demandé doucement. D'abord, a dit Ethan, la tirant doucement dans ses bras, nous arrêtons de faire semblant que nous sommes mieux séparés qu'ensemble. Nadia a fondu contre lui, son corps s'ajustant au sien aussi parfaitement qu'il s'en souvenait. La sensation de la tenir à nouveau après des semaines de séparation était écrasante, un retour au bercail dont il n'avait pas su qu'il avait besoin jusqu'à ce moment. Et ensuite, a-t-elle murmuré contre sa poitrine. Ensuite, a dit Ethan avec une détermination tranquille, nous ripostons. Mais à nos conditions, pas aux leurs. Plus de réaction, plus de défense. Nous prenons le contrôle du narratif. Le baiser qui a suivi a été à la fois tendre et féroce. Une reconnexion, une promesse, une déclaration. Dehors, l'orage continuait de faire rage. Mais à l'intérieur du petit bureau, quelque chose de brisé a commencé à guérir. Alors qu'ils se séparaient, l'expression de Nadia s'était transformée. La lassitude remplacée par une étincelle de sa détermination naturelle. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai joué la défense, essayant de protéger ce que j'ai construit au lieu de le défendre. Nous l'avons tous les deux fait, a reconnu Ethan. J'ai respecté tes limites au détriment de te soutenir quand tu en avais le plus besoin.
Nadia s'est tournée pour regarder les jardins fouettés par la pluie, puis est revenue vers Ethan avec une nouvelle résolution. Je veux faire une déclaration. Une déclaration publique. Plus de cachette. Plus de gestion des dégâts séparés. Nous présentons un front uni. Les sourcils d'Ethan se sont levés de surprise. Tu es sûr? C'est un revirement complet par rapport à ta position d'il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, je pensais que la séparation protégerait ma position professionnelle, a répondu Nadia. Maintenant, je comprends qu'elle m'a seulement rendu plus vulnérable. Ils ont contrôlé l'histoire parce que nous sommes restés silencieux. Ses yeux d'ambre ont brillé de détermination. Il est temps de changer ça. Qu'est-ce que tu as en tête? A demandé Ethan, un sourire commençant à se former alors qu'il reconnaissait le retour de la femme passionnée et intrépide dont il était tombé amoureux. Une conférence de presse, a dit Nadia de manière décisive. Ici, au conservatoire. Nous présentons les preuves que tu as rassemblées sur la campagne de dénigrement d'Isabella. Nous abordons les préoccupations concernant les conflits d'intérêts directement en annonçant des protocoles de supervision transparents pour les subventions de la Fondation. Son esprit était clairement en train de s'emballer, formulant une stratégie alors qu'elle parlait. Et surtout, nous refusons de nous excuser pour notre relation tout en maintenant des limites professionnelles claires. Ethan a ressenti une vague de fierté et d'admiration en la regardant passer de vaincue à provocatrice. J'aime ça, a-t-il dit. Audacieux, direct, proactif au lieu de réactif. Il y a une condition, a ajouté Nadia, son expression sérieuse. Je veux qu'il soit clair que c'est ma bataille aussi. Je ne serai pas la demoiselle que tu sauves avec tes ressources et ton influence. Nous nous tenons en tant qu'égaux dans tout ça. Je ne le voudrais pas autrement, l'a assuré Ethan. Ton expertise, ta réputation, ton intégrité. Ce sont tes armes, et elles sont plus puissantes que tout ce que mon argent pourrait acheter. Alors qu'ils quittaient le conservatoire ensemble, s'avançant sous la pluie battante sans se soucier des parapluies, Ethan a senti le poids des 3 dernières semaines se lever. Ils avaient résisté à leur première tempête majeure en tant que couple, et bien que des défis les attendaient certainement, ils les affronteraient ensemble, tout comme ils marchaient maintenant main dans la main sous le déluge, embrassant plutôt que d'éviter les éléments qui les avaient réunis. La pluie, a réalisé Ethan, n'avait jamais été un obstacle à surmonter. Elle avait été une bénédiction, balayant les prétentions et révélant ce qui comptait vraiment. Et maintenant, une fois de plus, elle les baptisait de son pouvoir purificateur, les préparant pour la bataille et l'avenir qui les attendait. Chapitre 9, Révélation. La conférence de presse était l'idée de Nadia, une réponse publique audacieuse à des semaines de murmures et de sous-entendus. Le lieu était symbolique, le grand atrium du Conservatoire botanique de Manhattan, entouré du témoignage vivant de son dévouement professionnel. Ethan se tenait à ses côtés de manière solidaire alors qu'elle s'adressait aux journalistes assemblés, sa voix claire et inébranlable malgré la pression. J'ai consacré ma carrière à la science de la conservation, pas aux gros titres de tabloïd, a déclaré Nadia fermement. La suggestion que ma relation avec Ethan Blackwood a compromis mon éthique professionnelle est non seulement fausse, mais révèle un schéma inquiétant de préjugés. Mon travail a toujours reposé sur son propre mérite. Pendant qu'elle parlait, Ethan a étudié la foule, ses yeux se plissant lorsqu'il a repéré Isabella qui se glissait par une entrée latérale. Elle n'avait pas été invitée, pourtant elle était là, élégante dans un tailleur pantalon bleu marine, composé et prévoyant clairement quelque chose de perturbateur. Nadia était sur le point de conclure sa déclaration quand Isabella s'est avancée. Docteur Ellis, n'est-il pas vrai que le financement du conservatoire a augmenté de 40% après que vous ayez commencé votre relation avec Monsieur Blackwood? Un murmure a parcouru l'assemblée de la presse. Ethan s'est tendu, prêt à intervenir. Mais Nadia a levé une main pour l'arrêter. C'est exact, a reconnu Nadia, surprenant tout le monde par sa franchise. Le soutien de la fondation Blackwood a en fait augmenté 6 mois avant qu'Ethan et moi ne nous rencontrions. Le financement était basé sur des propositions de recherche examinées par des pairs et approuvées par un comité indépendant. Elle a fixé Isabella d'un regard égal. Peut-être aimeriez-vous expliquer pourquoi vous avez tenté de faire pression sur les membres du conseil pour qu'ils annulent ce financement après que notre relation soit devenue publique. Isabella a visiblement pâli. Je ne sais pas de quoi vous. Nous avons des enregistrements d'appels, Madame Thornton, a interrompu Ethan en douceur, s'avançant. Des appels à des membres du conseil d'administration, à des donateurs et à des journalistes, diffusant de fausses informations sur les qualifications du docteur Ellis et sur le processus de subvention de notre fondation.
Il a fait un signe de tête à son assistante, qui a distribué des dossiers aux journalistes clés. Vous y trouverez des preuves documentées d'une tentative systématique de nuire à la réputation du Dr Ellis et de saper le financement du conservatoire, non pas pour des préoccupations éthiques, mais parce que Madame Thornton a des intérêts personnels et financiers dans le projet de développement de Greenbrier, un projet qui détruirait des zones humides protégées et auquel le Dr Ellis s'est professionnellement opposé. Ethan a continué, sa voix mesurée mais autoritaire. Les preuves comprennent des courriels entre Madame Thornton et des promoteurs immobiliers promettant de gérer l'opposition environnementale, des registres financiers montrant sa participation non divulguée de 15% dans Greenbrier Holdings, et des conversations enregistrées avec 3 membres du conseil d'administration du conservatoire, où elle a explicitement menacé de retirer le soutien des donateurs si le Dr Ellis restait à son poste. Le visage d'Isabella s'est déformé de fureur. Vous n'oseriez pas exposer. Je l'ai déjà fait, a dit Ethan tranquillement. Le dossier complet a été remis au conseil d'administration de la fondation et à la SEC, étant donné les multiples conflits d'intérêts que vous n'avez pas divulgués. La position de votre oncle au sein du conseil ne vous protégera pas cette fois. Les caméras ont flashé alors qu'Isabella sortait, son parfait sang-froid brisé. La presse a redirigé son attention vers Ethan et Nadia, les questions fusant rapidement sur les preuves. Ethan a levé les mains pour demander le calme. Il ne s'agit pas seulement de laver le nom du Dr Ellis, bien que ce soit certainement important pour moi, il s'est tourné pour faire face à Nadia, son expression s'adoucissant. Il s'agit de me tenir aux côtés de la femme que j'aime et de refuser de laisser les autres définir notre relation ou son exceptionnelle carrière. Les yeux de Nadia se sont écarquillés à sa déclaration publique. Ils avaient prévu de garder l'accent sur le professionnel, mais voici Ethan, abandonnant le scénario pour parler avec son cœur devant des dizaines de journalistes. Je suis tombé amoureux de Nadia Ellis à cause de son intelligence, de son intégrité et de son engagement inébranlable à protéger notre monde naturel, a poursuivi Ethan, son regard ne la quittant jamais. Quiconque connaît son travail comprend pourquoi elle est respectée mondialement dans son domaine. Quiconque connaît son cœur comprend pourquoi je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Sans prévenir, il s'est mis à genoux, sortant une petite boîte de velours de sa poche. La pièce a éclaté en halètements et en flashs d'appareil photo. Ce n'est pas ainsi que nous avions prévu cette conférence de presse, a reconnu Ethan avec un sourire. Mais j'ai appris que les moments les plus importants de la vie suivent rarement un scénario. Il a ouvert la boîte pour révéler une magnifique bague en émeraude, le vert profond faisant écho à la robe qu'elle avait portée au gala, la monture conçue pour ressembler à des vignes entrelacées. Nadia Ellis, veux-tu m'épouser? Le temps a semblé s'arrêter alors que leurs yeux se verrouillaient. Dans ce moment suspendu, les caméras, les journalistes, le scandale, tout est tombé. Ne restait que deux, connectés comme ils l'avaient été depuis ce premier jour de pluie. Oui, a murmuré Nadia. Puis plus fort pour que tout le monde entende, oui. Je le veux. Alors qu'Ethan glissait la bague sur son doigt et se levait pour l'embrasser, le ciel s'est ouvert à l'extérieur. La pluie a déferlé sur le plafond de verre de l'atrium, les entourant de l'élément qui avait marqué chaque moment significatif de leur relation. Les caméras ont capturé le symbolisme parfait, la brillante conservationniste et le puissant homme d'affaires, unis sous un déluge qui semblait bénir leur union, un amour qui avait résisté à sa propre tempête et en était ressorti plus fort. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils célébraient en privé dans le penthouse d'Ethan, le téléphone de Nadia a sonné avec des nouvelles du président du conseil d'administration du conservatoire. Après avoir examiné les preuves contre Isabella et été témoin du soutien public pour Nadia lors de la conférence de presse, le conseil l'avait non seulement réintégrée, mais lui avait offert le poste de directrice exécutive, leur seule condition étant la mise en place d'un comité d'examen indépendant pour toutes les demandes de subventions afin d'assurer la transparence à l'avenir. Ils me promeuvent, a dit Nadia, incrédule, alors qu'elle terminait l'appel. Ils reconnaissent ta valeur, a corrigé Ethan, l'attirant dans ses bras. Quelque chose que je sais depuis le jour où nous nous sommes rencontrés sous la pluie. Chapitre 10, pleine floraison 6 mois plus tard, le conservatoire botanique de Manhattan s'est transformé en un jardin enchanté. La lueur des bougies illuminait des sentiers serpentant à travers une verdure luxuriante, et de rares fleurs s'étaient ouvertes spécialement pour l'occasion, emplissant l'air d'un mélange enivrant de jasmin, de gardénia et d'orchidées exotiques. Dans la serre tropicale, où leur histoire avait commencé, Ethan attendait sous une tonnelle d'orchidées phalaenopsis blanches en cascade et de feuilles de monstra vert foncé. Le rassemblement intime ne comprenait que leurs amis les plus proches et leurs familles, un contraste frappant avec le spectacle public qui les avait entourés depuis la conférence de presse. Le scandale s'était rapidement effondré face aux preuves accablantes contre Isabella.
elle avait démissionné de tous ses postes au sein des conseils d'administration et s'était retirée de la vie publique après que la SEC ait ouvert une enquête formelle sur ses transactions financières. Pendant ce temps, les zones humides de Greenbrier avaient été désignées comme un sanctuaire protégé, à l'abri du développement, une victoire pour la première initiative de Nadia en tant que directrice exécutive. Alors que des cordes douces remplissaient la serre avec la claire de lune de Debussy, Ethan s'est tourné pour voir Nadia s'approcher au bras de son père. Sa robe, un chef-d'œuvre de soie couleur champagne avec de délicates feuilles brodées en cascade de l'épaule à l'ourlet, captait la lumière dorée et semblait briller de l'intérieur, tout comme la femme elle-même. L'air chaud et humide de la serre transportait le parfum de la terre mouillée par la pluie et des fleurs tropicales, les mêmes senteurs qui les avaient entourés lors de leur première rencontre. Chaque détail avait été choisi pour honorer non seulement leur histoire d'amour, mais aussi l'engagement de toute une vie de Nadia envers le monde naturel. Leurs vœux, prononcés au milieu de la beauté vivante qu'ils chérissaient tous les deux, étaient à la fois éloquents et désarmants d'honnêteté. « Je promets de te mettre au défi, » a dit Nadia, ses yeux ne le quittant jamais, de remettre en question tes certitudes si nécessaire, de soutenir tes ambitions si elles en valent la peine, et de te rappeler que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être ni acquises ni contrôlées, seulement chéries et protégées. « Je promets d'écouter, » a répondu Ethan, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger, de valoriser ta sagesse au-dessus de mes propres suppositions, de me tenir à tes côtés en tant que partenaire égal, et de me souvenir que la plus grande force ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans le courage d'être vulnérable avec celui que tu aimes. Alors qu'ils échangeaient leurs anneaux, une pluie douce a commencé à crépiter contre le toit de la serre, si faible que de nombreux invités ne l'ont pas remarqué, mais indubitable pour Ethan et Nadia. Ils ont partagé un sourire complice devant la bande sonore familière de leur histoire d'amour. « J'ai arrangé une météo parfaite », a chuchoté Ethan en glissant l'alliance sur son doigt. « Elle est parfaite », a répondu Nadia, levant les yeux vers le dôme de verre embué par la pluie. « Absolument parfaite. » Le dîner de célébration a eu lieu ensuite dans la salle principale du conservatoire, transformée en une clairière forestière intime avec des arbres vivants et des fleurs en cascade. Entre les plats, Ethan a surpris Nadia en annonçant la création de la bourse Hélice pour les scientifiques sous-représentés dans la conservation, un programme qui financerait des opportunités de recherche pour les femmes de couleur poursuivant des carrières en sciences de l'environnement. « Ma femme », a-t-il dit, le nouveau terme leur procurant un frisson visible à tous les deux, m'a montré que le vrai changement exige non seulement des ressources, mais aussi de la représentation. Cette bourse honore son parcours et garantit que d'autres auront des chemins plus clairs à suivre. Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse, Nadia a posé sa tête contre la poitrine d'Ethan, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Tu continues de me surprendre », a-t-elle murmuré. « Je prévois de continuer pendant au moins les 50 prochaines années, » a-t-il promis, la serrant plus fort. À commencer par la destination de notre lune de miel, qui reste un secret bien gardé. Tant qu'il y a une chance de pluie, a taquiné Nadia, je suis sûr que j'adorerais ça. La soirée s'est conclue par une surprise orchestrée par Lena. Alors que les jeunes mariés se préparaient à partir, les arroseurs de la serre se sont activés brièvement, un déluge fabriqué qui les a tous les deux trempés au milieu des rires ravis des invités. Trempés et riant, Ethan a soulevé Nadia dans ses bras et l'a portée à travers l'averse impromptue jusqu'à leur voiture qui les attendait. Certains pourraient considérer cela comme de la malchance, a-t-il dit, brossant les boucles mouillées de son visage. Pas nous, a répondu Nadia, le tirant vers elle pour un baiser sucré par la pluie. Pour nous, c'est la bénédiction la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Chapitre 11, Gouttes de pluie et héritage. 5 ans plus tard, Ethan a levé les yeux de sa tablette pour voir sa fille de 4 ans, Lila, appuyée contre les baies vitrées de leur pentouse de Central Park. Son petit doigt traçait le chemin des gouttes de pluie s'élançant sur le verre, ses boucles sombres, si semblables à celles de sa mère, rebondissant d'excitation. « Papa, regarde. Ça recommence. » En effet, a convenu Ethan, mettant de côté son travail pour la rejoindre à la fenêtre. « Où est ton frère ? Il ne voudra pas manquer ça. » Théo aide maman avec les graines, l'a informé Lila d'un air important. Il les prépare pour la fête du jardin. Comme si Théo était invoqué par les mots de sa sœur, il est arrivé en courant dans la pièce, ses yeux, du même bleu acier que ceux de son père, grande anticipation. « Est-ce qu'il pleut assez fort ?» a-t-il demandé, se serrant à côté de sa jumelle. « Presque, » a promis Ethan. Un bras autour de chaque enfant. Dès que le tonnerre commence. Un grondement sourd l'a interrompu, faisant pousser des cris de joie aux deux enfants. « C'est notre signal », a dit la voix de Nadia depuis l'embrasure de la porte. Elle les regardait,
de la terre encore sous ses ongles à cause du projet de plantation, le visage illuminé par l'amour qu'elle portait à sa famille. Malgré la gestion du conservatoire et des initiatives environnementales de la Fondation Blackwood Ellis, elle ne manquait jamais un rituel de pluie avec les jumeaux. Équipement de pluie prêt, a crié Théo, se précipitant vers le placard où leur tenue spéciale les attendait, de petits cirés et bottes jaunes qui correspondaient à ceux de leur mère. 10 minutes plus tard, la famille se tenait sur leur terrasse de jardin privé sur le toit, le visage levé vers le ciel, alors qu'une pluie d'été chaude les trempait complètement. Les jumeaux dansaient dans les flaques, leur rire s'élevant au-dessus de la percussion de l'orage. Lila, artistique et rêveuse comme son père l'avait été enfant, tournoyait les bras tendus, essayant d'attraper les gouttes de pluie sur sa langue. Théo, méthodique et observateur comme sa mère, examinait attentivement comment la pluie affectait les différentes plantes de leur jardin, montrant déjà la curiosité scientifique qui faisait rayonner Nadia de fierté. Ils grandissent chaque jour, a observé Ethan, son bras autour de la taille de Nadia alors qu'ils regardaient leurs enfants. Comment 4 ans ont-ils pu passer si vite? De la même manière que 5 ans de mariage, a répondu Nadia, se blottissant dans son étreinte. Un jour remarquable à la fois. Ethan l'a tourné pour lui faire face, aussi captivé par ses cils perlés de pluie et son sourire radieux qu'il l'avait été ce premier jour dans la serre. Des regrets, a-t-il demandé, la question étant un contrôle familier qu'ils avaient maintenu au fil des ans. Aucun, a répondu Nadia sincèrement, même si je suis encore surprise parfois quand je me réveille et que je te trouve à côté de moi, l'Ethan Blackwood formidable, défait par un peu de pluie et beaucoup d'amour. Il a ri, la serrant plus fort. La meilleure des fêtes que j'aurais pu imaginer. Bien que ces deux-là, il a hoché la tête vers les jumeaux, qui examinaient une flaque d'eau qui avait formé un parfait reflet du ciel orageux, et tout a fait terminer le travail. Leur voyage vers la parentalité avait été inattendu, les jumeaux arrivant à peine un an après leur mariage, transformant leur vie d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. La grossesse avait été difficile, Nadia étant alitée pendant les 2 derniers mois, Ethan vivant pratiquement à l'hôpital à ses côtés. Le jour où Lila et Théo sont venus au monde, pendant un orage spectaculaire, naturellement, avait été le plus terrifiant et le plus exaltant de la vie d'Ethan. Tenant ces petits êtres parfaits, il avait finalement compris ce que Nadia avait essayé de lui expliquer cette nuit-là dans la serre il y a des années, que les résultats les plus magnifiques exigent souvent les plus grandes vulnérabilités. « À quoi penses-tu si intensément » a demandé Nadia, brossant les cheveux mouillés de son front. « À quel point l'univers a parfaitement arrangé les choses » a répondu Ethan. « Comment chaque goutte de pluie nous a menés exactement là où nous devions être. » Un cri de rire a attiré leur attention alors que les jumeaux découvraient une flaque d'eau particulièrement profonde. Théo, toujours le protecteur bien qu'étant plus jeune de cette minute, tenait la main de sa sœur pour la garder stable alors qu'ils éclaboussaient avec un abandon sauvage. « Nous devrions les faire rentrer bientôt, » a dit Nadia, bien qu'elle n'ait fait aucun mouvement pour mettre fin à la célébration. « La fête du jardin commence dans 2 heures, et nous devons tous nous sécher. » La fête, une collecte de fonds annuelle pour la fondation qui se tenait dans les jardins agrandis du conservatoire, était devenue l'une des invitations les plus convoitées de Manhattan. Contrairement aux galas étouffants du passé d'Ethan, cet événement célébrait l'innovation environnementale avec des démonstrations, des expositions interactives et des annonces de bourses pour la prochaine génération de conservationnistes. Encore 5 minutes, a suggéré Ethan, ne voulant pas interrompre ce moment familial privé. Certaines choses sont plus importantes que la ponctualité, a taquiné Nadia, dit l'homme qui planifiait autrefois ses journées par tranches de 15 minutes, bien qu'elle ait acquiescé. Encore 5 minutes. Alors qu'ils se tenaient là, regardant leurs enfants danser sous la tempête d'été, Ethan a réfléchi à quel point sa vie avait été complètement transformée depuis ce jour de pluie fatidique où une brillante botaniste lui avait offert un abri sous son parapluie. Sa définition du succès avait évolué de l'acquisition et du contrôle à l'éducation et la protection, que ce soit en protégeant des écosystèmes menacés par l'intermédiaire de la fondation ou en enseignant à ses enfants à respecter le monde naturel qui les entourait. « Je t'aime » a-t-il dit simplement, se tournant pour embrasser sa femme alors que la pluie continuait de tomber autour d'eux, plus que je n'aurais jamais cru possible. « Je t'aime aussi » a répondu Nadia contre ses lèvres. Pluie ou beau temps. Tempête ou calme. Un coup de tonnerre a ponctué ces mots, suivi de cris excités des jumeaux. Ethan et Nadia se sont séparés en riant, puis se sont déplacés pour rejoindre leurs enfants dans leur danse de la pluie, 4 silhouettes se découpant sur l'horizon de Manhattan. Une famille forgée dans des averses et s'épanouissant à la fois dans les tempêtes et sous le soleil. Plus tard, alors qu'ils se préparaient pour la fête du jardin, Ethan s'est arrêté à l'entrée de la chambre des jumeaux.
Nadia était assise entre leurs lits, lisant une histoire sur une graine qui a grandi malgré des obstacles impossibles. Les enfants, fraîchement lavés et en pyjama, rejoindraient le début de la fête avant que leur nounou ne les ramène à la maison pour se coucher. En regardant sa famille, ce cadeau miraculeux qu'il ne s'était jamais attendu à recevoir, Ethan a ressenti une plénitude dans sa poitrine qui défiait toute description. De milliardaire solitaire à mari et père, de succès isolé à un but connecté, son voyage avait commencé par une rencontre fortuite sous la pluie, et il n'aurait pas voulu changer une seule goutte de cela.